Chers intervenants, liebe Frau Akün, chère Hélène Mia Delacroix, cher Monsieur Maurice Émenudier, cher public de la Maison Heinrich Heine, ici dans la salle Alfred Grosser et devant vos écrans. Je suis ravie de vous accueillir ce soir à l'occasion de la table ronde les 100 premiers jours du gouvernement Scholz. Lorsque nous avons retenu le thème de cette soirée, le but était de dresser un bilan des 3 premiers mois de la coalition tripartite allemande entre sociodémocrates, verts et libéraux, dirigée par le chancelier Olaf Scholz. Une personnalité qui paraissait un peu énigmatique et qui, depuis sa prise de fonction, le 8 décembre dernier, parlait peu en public. Il était souvent décrit comme hésitant, comme effacé, comme trop absent ou silencieux, comme l'avait qualifié la journaliste Sylvie Kaufmann lors d'un autre débat, ici à la Maison Heinrich Heine, c'était la mi-janvier. L'opinion publique commençait à développer de la défiance vis-à-vis du chef de gouvernement. Le hashtag « Wo ist Olaf ?» Où est Olaf était d'ailleurs l'un des mots-clés les plus populaires sur Twitter en Allemagne. Depuis ses premiers jours, ce nouveau gouvernement allemand a été exposé à une pression énorme. Tout d'abord, en raison de sa gestion peu convaincante de la crise sanitaire, tiraillée entre ceux qui défendaient et ceux qui critiquaient l'introduction du pass vaccinal. Cette discussion de politique intérieure sur les moyens et instruments adéquats à mettre en place pour lutter contre la pandémie a entre-temps laissé la place à la nécessité d'action de la part du gouvernement allemand face à la guerre en Ukraine. Depuis l'invasion d'Ukraine par les troupes russes, le monde est entré dans une nouvelle ère, a affirmé le chancelier Olaf Scholz 3 jours après le début de la guerre en Ukraine. Dans un discours historique prononcé lors d'une séance exceptionnelle au Bundestag le 27 février 2022, il a annoncé un véritable tournant de la politique allemande en matière d'engagement militaire. Un changement d'époque, eine Zeitenwende. S'ensuit une redéfinition profonde de la politique étrangère et de défense de l'Allemagne. Depuis l'Ostpolitik, engagée par Willy Brandt dans les années 1970, l'Allemagne s'était toujours efforcée de maintenir coûte que coûte de bons rapports avec la Russie. C'est la fin de la politique pacifiste de l'Allemagne qui reste pacifique, mais qui refuse désormais une diplomatie naïve. Annalena Baerbock, la nouvelle ministre des Affaires étrangères de couleur verte, quant à elle, a déclaré quelques minutes après Olaf Scholz, et je la cite, « Quand le monde change, la politique doit changer. L'Allemagne est en train de rompre avec une forme de retenue particulière et solitaire en matière de politique étrangère et de sécurité. » Fin de citation. Il semble que cette nouvelle politique menée par le gouvernement de coalition Scholz ait été acceptée par l'opinion allemande. Les sondages réalisés entre le 24 février et le 8 mars par l'Institut Allensbach pour le think tank Das Progressive Zentrum montrent une hausse croissante des opinions politiques sur la coalition, même si peu de personnes interrogées créditent le chancelier Scholz de capacités marquées de décision, de gestion de crise et de communication. Les réactions du gouvernement Scholz à l'invasion de l'Ukraine ont permis à celui-ci de sortir du trou d'air constaté début février 2022. Ceci est une première indication. Il nous paraît intéressant de demander à nos invités quel regard ils portent sur le nouveau gouvernement allemand, sur les personnalités marquantes de la coalition. Qu'en est-il des relations entre nos deux pays ? Y a-t-il une évolution par rapport à l'époque Merkel ? Je suis heureuse d'accueillir ce soir, tout d'abord, Madame Lale Akün, femme politique allemande, ancienne députée du SPD au Bundestag, élue en 2002, réélue en 2005, porte-parole adjointe du groupe de travail parlementaire Migration et Intégration entre 2006 et 2009,
aujourd'hui porte-parole de Säkulare Sozialdemokratie, auteur et publiciste. Lala Akün a déjà participé à plusieurs manifestations à la Maison Heinrich Heine, notamment sur les questions de l'intégration et l'immigration. Madame Hélène Miard de la Croix, qui a accepté au pied levé, comme on le dit en français, le remplacer sur cette tribune, Monsieur Stefan Cornelius, directeur du service politique à la Süddeutsche Zeitung à Munich. Je suis vraiment très, très heureuse et reconnaissante de sa participation parce que Monsieur Cornelius, à peine arrivé à Paris, a dû repartir pour Berlin en raison d'une grève demain à l'aéroport de Berlin qui l'aurait empêché de réaliser une interview du chancelier Scholz prévu pour demain 13h. Madame Miard de la Croix, que je remercie tout particulièrement pour son aide de dernière minute, est bien connue de notre public. Elle est professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à l'UFR d'études germaniques et nordiques de Sorbonne Université. Elle fait partie de nombreux conseils scientifiques en Allemagne. Elle est aussi co-éditrice Mitherausgeberin des actes diplomatiques de la République fédérale d'Allemagne à Berlin. Et ses domaines de recherche sont l'histoire de l'Allemagne après 1945, la vie politique, économique et sociale dans l'Allemagne contemporaine, ainsi que les relations franco-allemandes et la construction européenne. À ce titre, elle participe à des émissions et à des missions d'expertise. Elle est consultante pour les médias et sa recherche actuelle porte sur l'histoire des émotions dans les relations internationales. Et je pourrais aussi dire que Hélène, tu as publié, je pense que c'était l'habilitation, sur un livre très intéressant sur Helmut Schmidt. Ça, c'était la thèse, d'accord. Je suis également ravie d'accueillir ce soir Monsieur Paul Maurice, d'ailleurs élève, si je suis bien renseignée d'Hélène Miard de la Croix, chercheur au comité d'études des relations franco-allemandes, le CERFA, à l'Institut français des relations internationales. Ces domaines de recherche sont la politique intérieure allemande, les partis politiques et la géographie électorale en Allemagne, l'Allemagne sur la scène internationale, la politique étrangère et de sécurité de la République fédérale d'Allemagne, etc. Il est aussi auteur de Un changement d'époque vers une réorientation de la politique étrangère allemande après l'invasion russe en Ukraine. Ça fait partie des papiers, des briefings de l'IFRI. Alors, une thématique qui va droit dans la thématique de ce soir. Paul Maurice a déjà participé aussi à la table ronde en septembre dernier sur les élections fédérales allemandes. Et last but not least, je suis heureuse d'accueillir ce soir Monsieur Henri Menudier, très très bien connu auprès de notre public, qui assurera la conduite des débats. Monsieur Menudier est professeur honoraire à l'Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, spécialiste des relations franco-allemandes et il intervient souvent en Allemagne. Je lui passe la parole. Bien, merci à Christian Dawson d'avoir bien voulu organiser ce débat. Je remercie aussi Hélène Miard de la Croix d'avoir accepté au dernier moment, ça s'est fait je crois autour de 18 heures, d'accepter de venir remplacer Stefan Cornelius. Stefan Cornelius est un ami journaliste, un des responsables du secteur politique à la Süddeutsche Zeitung. Et comme l'a dit Christian, on s'est encore téléphoné ce matin pour parler un peu de cette réunion de ce soir. Il est tout content de pouvoir participer à ce débat. Il est déjà venu ici une fois. Et bon, il y a eu ce contretemps avec la grève. Et effectivement, depuis le début, il nous avait parlé de cet entretien qu'il devait avoir avec le chancelier. La date était fixée 2 mois avant. On voulait faire le débat, en fait, demain. On l'a avancé d'1 jour pour qu'il puisse, il ait le temps de se rendre à Berlin. Bon, voilà comment les choses se passent. Toujours comme ça, des petits problèmes dans les relations franco-allemandes. Moi-même, je suis rentré
vendredi d'une tournée de conférences en Allemagne. Et quand je suis arrivé à Stuttgart, j'ai appris que les employés français faisaient grève. Et donc, il n'y avait pas de train sur Stuttgart-Paris. Alors, on m'a envoyé sur Mannheim. Oui, c'est ça, à Mannheim. Et à Mannheim, j'ai dû prendre un autre train. Alors, l'ennui, c'est que c'était le train normal, Francfort, Mannheim, Saarbrück, Paris, qui était déjà largement réservé. Et il fallait que tous les gens, il y avait 2 trains de Stuttgart qui ont été en grève. Donc, tous les gens qui n'avaient pas pu prendre le train à Stuttgart se retrouvaient à Mannheim. Alors, je ne vous raconte pas la pagaille que ça a été pour mettre tout ce monde dans le train. Moi, j'ai eu l'honneur de faire le voyage Mannheim-Saarbrück debout. Heureusement, à Saarbrück, il y a quelques personnes qui sont sorties et j'ai pu de cette façon pu m'asseoir, quoi. Alors, ça n'a pas arrangé mon état de santé, mais soyez rassurés, enfin, c'est un rhume, c'est en train de passer. J'ai fait les contrôles coronavirus, heureusement, il n'y a rien. Alors, donc voilà, si vous voulez, un peu les aventures au niveau franco-allemand. Je ne vais pas faire de longue introduction. Je voudrais simplement faire la remarque suivante, si vous voulez, pour ouvrir ce débat. Depuis 1945, ça fait 77 ans, nous vivons en paix en Europe de l'Ouest. Et on considérait au fond que la paix était un état naturel. Que ça nous était donné, c'était tombé du ciel et c'était un état naturel, si bien que prévoir des budgets ou des choses compliquées pour se défendre, pour l'armée, semblait complètement dépassé. Eh bien, subitement, nous nous trouvons maintenant avec la guerre au cœur de l'Europe, et une guerre qui va avoir des effets tout à fait désastreux, non seulement pour l'Ukraine. Je ne sais pas si vous regardez la télévision, mais quand on voit le massacre et la destruction systématique qui est actuellement entreprise par la Russie contre l'Ukraine, c'est vraiment quelque chose de scandaleux. Je trouve que c'est une véritable honte que Poutine laisse faire des choses comme ça. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ça aura des conséquences non seulement pour l'Ukraine et la Russie, mais pour nous aussi. On le voit très bien sur le plan économique, sur le plan politique, etc. Et on a pu observer depuis le 24 février, le début des hostilités, que l'Allemagne a été profondément touchée. Et elle le sera encore davantage pour les raisons aussi économiques, des approvisionnements sur le plan énergétique, sur le plan politique. Subitement, le nouveau gouvernement allemand a dû s'occuper de choses qui n'étaient pas du tout prévues dans la déclaration déclaration gouvernementale du mois de décembre du chancelier Olaf Scholz. Donc, si vous voulez, c'est en ça que notre débat de ce soir est intéressant, c'est de voir dans quelle mesure aussi cet événement, disons imprévu, a subitement changé les données politiques. Imaginez-vous l'aile gauche du SPD et les Verts obligés d'accepter un budget faramineux en matière de défense. C'était inimaginable. Bon, ils ont dû accepter et on va voir, si vous voulez, quel est le contenu de ce tournant qui a été fait. Voilà. Alors, je vais passer la parole à Madame Hagun, qui va nous dire son point de vue sur les changements, sur les données de politique, disons, intérieure. Nous discuterons aussi un peu de la situation économique et sociale. Qu'est-ce que le nouveau gouvernement veut faire ou peut faire dans ce secteur? Et puis, il y aura bien sûr aussi tout un débat sur les aspects extérieurs, l'état de la relation franco-allemande, l'Union européenne, l'OTAN et les rapports, bien sûr, avec qu'est-ce qui va se passer avec la Russie et avec l'Ukraine. Voilà. Madame, je vous passe la parole. Ja, vielen Dank, Herr Menudier. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist natürlich sehr bedauerlich, dass Herr Cornelius heute nicht unter uns ist und aus seiner Sicht die Dinge darstellen kann. Aber ich glaube, wir haben doch ein Podium, wo wir seine Abwesenheit vergessen machen können.
Ja, wir sind wirklich in einer anderen Zeit aufgewacht, wie es gesagt wurde. Die Rede von Herrn Scholz am 27. Februar, von Kanzler Scholz, auf die immer wieder hingewiesen worden ist meiner Meinung nach vielleicht die bemerkenswerteste Rede seit 50 Jahren eines Kanzlers im Deutschen Bundestag. Das ist deswegen so bemerkenswert, weil diese Rede mit den Selbstverständlichkeiten der deutschen Politik und mit den Tabus gebrochen hat. Die Selbstverständlichkeiten der deutschen Politik, nämlich immer wieder zum Thema Friedenspolitik zu führen, immer wieder zu schauen, wie es nach vorne gehen soll. All diese Dinge waren einfach nicht mehr möglich nach dem 27. Februar. Und so eine Rede wie Scholz, die gehalten hat, eine so kämpferische Rede, eine Rede, die eben nicht auch den Krieg nicht ausschließt, denn wenn Herr Scholz sagt, wir werden jedes Quadratmeter der NATO verteidigen, dann heißt das natürlich auch etwas und das muss man auch nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Dieser Krieg, wir können darüber reden, ob es ein ukrainisch-russischer Krieg ist oder ob es nicht ein Krieg ist zwischen Russland und den europäischen Werten. Dieser Krieg hat eigentlich alle Parteien im Deutschen Bundestag völlig aus ihrer Spur gebracht. Ich möchte das nochmal darauf hinweisen, ich erwähnte eben ja auch die Friedenspolitik. Für die SPD ist die Friedenspolitik immer ein Kernthema gewesen. Und wenn der eigene Kanzler sich hinstellt und sagt, es ist eben nicht mehr möglich, wie sagt es im deutschen Sprichwort, im Frieden zu leben, wenn es seinem Nachbarn nicht gefällt, dann heißt das natürlich auch, dass die SPD in den Grundstrukturen an der Stelle auch sich verändert. Die Grünen haben als Kernthema die Energiepolitik, die Energiewende. Wer hätte sich vorstellen können, dass der Energieminister Habeck in Katar auftritt und vor den Scheichs einen Knicks macht und sich freut, dass sie so freundlich ihn empfangen haben. Die FDP hat als Kernthema seit 20 Jahren nichts anderes gesagt als Steuersenkungen. Und Christian Lindner stellt sich hin und sagt, es gibt keine Steuersenkungen. Ihr könnt vergessen, dass wir Steuersenkungen durchführen. Das heißt, alle Parteien, die eigentlich mussten ihre Kernthemen verlassen, mussten sich flexibel zeigen angesichts der Entwicklung. Und die CDU mit dem neuen Fraktionsvorsitzenden Merz, der sich unbedingt unter Merz ein neues Profil geben wollte und sich eben als eine rechte Partei, konservative Partei installieren wollte, ist natürlich überhaupt nicht mehr zu hören und zu sehen, weil ganz einfach bestimmte Positionen jetzt von den Regierungsparteien besetzt sind. Und in dieser Situation kann natürlich auch Herr Merz, kann eine CDU nicht sagen, nein, wir haben eine ganz andere Politik im Auge, als Sie die machen. Das kann sich höchstens die AfD leisten oder die Linkspartei und auch die ganz vorsichtig. Ich finde, dass dieser Angriff, wir werden darüber reden, diesen Krieg ganz furchtbar, aber dieser Krieg hat auch für mich eine auch sehr viele bemerkenswerte Dinge ans Tageslicht gebracht. Wie Sie vielleicht wissen, war ja Frau Merkel 16 Jahre lang Bundeskanzlerin und bei ihrem Abschied wurde so getan, also als würde wir nie wieder so eine gute Kanzlerin bekommen. Sie wurde fast heilig gesprochen. Frau Kanzlerin, wie können Sie uns verlassen? Deutschland fühlte sich wie ein Kind, dem die Mutter weggenommen wird. Jetzt zeigt sich nach Frau Merkels Abtritt, welche Fehler sie in der Energiepolitik gemacht hat. Jetzt zeigt sich, wie schlecht ihre Russlandpolitik war. Das alles wäre ohne diesen Ukraine-Krieg nie rausgekommen. Wahrscheinlich würden wir noch in 10 Jahren Frau Merkel nachweinen. Jetzt weint ihr niemand mehr eine Träne nach, weil wegen ihrer Politik haben sich Dinge entwickelt, die sich so hätten nie entwickeln können. Man muss ganz klar sagen, dass eben Frau Merkel und natürlich auch Olaf Scholz in den früheren Jahren eine sehr freundliche Russlandpolitik betrieben haben. Man muss ganz klar sagen, die SPD hatte immer besondere Beziehungen zu Russland. Viele haben sich, wie man da gesagt, unser Credo in der SPD war immer, oh mein Gott, mit Brezhnev haben wir Frieden gemacht, warum sollen wir eigentlich nicht mit Putin Frieden haben können? Man hat natürlich nicht gesehen. Brezhnev war eigentlich
ein Konservativer. Er wollte ja nichts verändern. Putin ist ein Revisionist, der eben die Grenzen verändern will. Aber in der SPD hat man immer wieder die Augen geschlossen. Ich finde, die deutsche Außenpolitik, darüber werden wir gleich reden, hat eigentlich den Fehler gemacht, bei der Besetzung der Krim, als immer noch die Putin-Versteher vorne waren, immer noch die Putin-Versteher sagten, ja, man muss doch Verständnis haben, man muss doch sagen, er fühlt sich bedroht und so weiter. Ich möchte, und wenn es schlimm wurde, diese Art des Denkens überhaupt wollen wir gar nicht. Und ich möchte Ihnen so eins sagen, ich bin Psychologin. Ich habe noch nie so viele Psychologen gesehen wie bei Putin. 83 Millionen meinen, sie müssen die Psyche von Herrn Putin erklären. Und ich sage Ihnen, wir brauchen uns nicht um die Psyche von Herrn Putin zu kümmern. Wir müssen uns um seine Politik kümmern. Um die Psyche von Herrn Putin kann sich sein Psychiater kümmern, aber nicht wir. Wir müssen uns um die Politik kümmern, die er macht. Und diese Politik ist aggressiv, ist schlecht, ist revisionistisch. Und noch eine Sache. Wir waren auch so, Putin ist auch nicht, aber das nochmal dazu, Putin ist vielleicht auch nicht ein ganz Böser. Wir machen ihn zum Bösewicht, indem wir Angst vor ihm entwickeln. Auch darüber müssen wir diskutieren. Müssen wir Angst haben vor Putin oder müssen wir einfach eigentlich immer wieder unsere Angst darstellen? Auch das sind ganz wichtige Fragen, über die wir reden müssen. Was ich interessant finde, im Moment wird in Deutschland ja auch mit dieser Aggression von Russland weckt sehr viele Assoziationen an den 1. September 1939. Das heißt, als eben Deutschland in Polen eingefallen ist und die Großmächte damals, man gedacht hat, das Nazi-Deutschland gedacht hat, ach, die werden auch diesmal nichts sagen, aber es hieß dann, genug ist genug. Und es war der Beginn des Zweiten Weltkrieges. Und diese Assoziationen werden immer wieder thematisiert in Deutschland, werden immer wieder gesehen. Und man muss eben dann ganz klar sagen, das zeigt aber auch, dass Deutschland zum Teil in der Bevölkerung zum Teil auch sehr progressiv im Sinne von einer veränderten Politik gesprochen wird. Man muss eine Sache noch festmachen und nochmal darstellen. Es ist so, dass natürlich nicht alle diese Meinung teilen. Immer noch, also neben dem Putin-Versteher gibt es natürlich auch Leute, die die Frage stellen, wie weit können wir mit den Sanktionen gehen? Das muss ein Politiker, auch die Politik, auch der Bundeskanzler muss mit der Frage umgehen, wie viel Prozent der Bevölkerung ist bereit zu frieren? Also das ist auch mal ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich mit den Leuten rede oder wenn ich mir die Statistik angucke, kann ich sagen, 50% der Menschen in Deutschland sind bereit, Sanktionen, weniger Wohlstand, mehr Einschränkungen wahrzunehmen, aber 50% sind es auf keinen Fall und die dann sagen, die sollen endlich aufhören mit diesem Krieg, wir möchten diesen Krieg nicht drunter leiden müssen. Ich fürchte, das wird noch weiter zunehmen, wenn eben statt 200.000 wie im Moment vielleicht über 1 Million oder noch mehr Flüchtlinge aus der Ukraine kommen. Noch hält sich alles in Grenzen, aber wie wird sich's entwickeln in Deutschland, wenn eben nicht mehr 200, sondern 2 Millionen da sind? Über die Innenpolitik können wir nachher noch mal reden, weil wir dürfen auch den Einfluss Putins in die deutsche Innenpolitik nicht unterschätzen. Da muss man ganz klar sagen, Deutschland hat über 5 Millionen russischsprachige Menschen in seinem Territorium. Das heißt, für uns ist Putin auch eine innenpolitische Gefahr. Und diese Menschen informieren sich über russische Medien, über das, was in Russland passiert. Und wir haben Menschen eben auch, die auch nicht nur von Putin beeinflusst werden, sondern eben auch durch diese Beeinflussung in der Lage sind, die AfD zu wählen. Das heißt, Putin ist in vielerlei Hinsicht eine Gefahr für Deutschland, weil seine Politik sehr mit der Politik der AfD übereinstimmt. Bei der AfD werden Sie kein böses Wort hören über ihn. Und die Frage ist, wie geht es weiter, wenn eben diese Menschen unter dem Einfluss von Putin und seinen Vorstellungen
gelangen, auch über die AfD, aber nicht nur über die AfD, denn wir müssen auch eins wissen, Russland hat in Deutschland auch mobilisierbare Kräfte, die nicht nur Stimmungen mobilisieren, sondern durchaus auch bewaffnete Rechtsradikale. Ich will nicht die ganze Zeit in Anspruch nehmen, wir wollen ja miteinander diskutieren. Vielleicht schließe ich mit einem ganz wichtigen Punkt, nämlich Selbstbild Deutschlands. Also welches Selbstbild hatte Deutschland und wo stehen wir heute? Wir haben uns in Deutschland immer als eine multilaterale Zivilmacht gesehen. Das ist ein sehr schönes Wording, aber wie organisieren wir das, dass wir eine multilaterale Zivilmacht sind? Wo setzen wir unsere Ressourcen ein? Wo übernehmen wir Verantwortung? Und wie füllen wir unsere Rolle in der EU aus? Also das sind ganz wichtige Punkte. Wir haben bis jetzt unsere Aufgabe immer gesehen, und das werden Sie auch, wenn Sie in den deutschen Medien unterwegs sind, auch sehr viel sehen. Wie können wir helfen? Also helfen war für uns immer ein ganz wichtiges Stichwort. Charity war es ganz wichtig, Flüchtlinge aufnehmen, Leuten helfen. Aber das wird wahrscheinlich im Moment nicht reichen. Und die große Frage, wir haben uns bis jetzt immer eigentlich mit Resolutionen zufrieden gegeben, scharfen Resolutionen. Aber ich frage mich, ob man heute noch mit Resolutionen das Elend verwalten kann, das jetzt herrscht und wie man aus dem Status quo rauskommt. Das heißt, wir müssen jetzt einfach überlegen, wie die Politik der Zukunft aussehen soll. Nur karitative Politik, nur Flüchtlingspolitik, unterstützende Politik wird nicht mehr reichen. Deutschland ist neben Frankreich einer der Motoren der Europäischen Union, und der Umgang mit diesem Angriff auf die Ukraine wird eigentlich die Zukunft der EU mitbestimmen und wird die Politik der Zukunft in der EU mitbestimmen, auch in dem Punkt der Verteidigung der EU und der Verteidigung unserer Werte. Ich mache mal hier einen Punkt, damit wir alle Zeit haben, miteinander zu diskutieren. Merci pour cette introduction. Vous avez montré combien les changements sont importants en Allemagne. On pourra revenir tout à l'heure discuter de ça, notamment de l'état du SPD. Mais je vais demander à Paul Maurice de dire son point de vue sur ces 100 jours du gouvernement Scholz. Merci, Monsieur Ménudier, merci pour cette première présentation qui rentre vraiment dans les faits et qui les présente. Merci. Vous avez rappelé, Madame Deussen, qu'on avait fait une manifestation ici juste après les élections où on avait posé des questions sur les politiques étrangères, politique de sécurité et de défense de l'Allemagne. À l'époque, on se demandait, est-ce que l'Allemagne va continuer à maintenir le partage nucléaire ? C'est-à-dire le fait que les avions allemands de la Bundeswehr transportent possiblement les bombes nucléaires américaines qui ne sont pas officiellement, mais qui existent, stationnées sur le territoire allemand. Toutes ces questions ont été réglées dans le contrat de coalition avec certains flous. Qui aurait pu imaginer ce Zeitenwende, ce tournant radical que vous avez rappelé pour les partis politiques qui composent cette coalition aujourd'hui, 100 jours après le début du gouvernement Olaf Scholz. Alors, pour rappeler les faits très brièvement et voir leurs implications, le discours d'Olaf Scholz, il est arrivé 3 jours après le début de la guerre et comporte 3 points essentiels. La question de la sécurité et de la défense, la question de la politique étrangère et la question énergétique. Et il faut voir ces 3 points comme quelque chose qui est lié. Parce que alors, est-ce que c'est un vrai changement depuis 1945, comme on l'a dit ? Est-ce que tout ceci est vraiment le fait que l'Allemagne est entrée dans le 21e siècle ? Alors, c'est mon métier de l'être, donc je vais être un petit peu critique et je vais un peu tempérer tout ça, mais pour le moment, on en est à la question des discours. Si on regarde la question des 100 milliards qui ont été promis pour la défense et de l'objectif des 2%, voire de dépasser des 2% du PIB consacré à la défense, comme l'ont consacré les pays de l'Alliance Atlantique en 2014, pour le moment, on n'a pas encore de décision politique. C'est-à-dire qu'on promet d'inscrire ça dans la Constitution, mais il faut trouver un compromis, il faut trouver l'argent, il faut l'emprunter, donc cet argent, il n'existe pas encore. Je rappelle qu'on a quand même une inflation qui frôle les 5% aujourd'hui en Allemagne, donc c'est aussi compliqué. Un investissement de 100 milliards, tout le monde dit c'est très important, etc. La Bundeswehr va être enfin refinancée.
Le jour du début de la guerre, le 24 février dernier, l'inspecteur de l'armée de terre allemande, le général Alphonse Meis, disait « La Bundeswehr que je connais est plus ou moins à nu », alors je ne sais pas comment on peut le traduire. Regardons les chiffres. Aujourd'hui, certes, l'Allemagne ne consacre que 1,5% de son PIB à la défense, mais ça représente un montant plus important que celui de la France. Alors, où va l'argent ? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que plus d'argent va résoudre le problème ? Alors, il y a un problème structurel. Effectivement, depuis les réformes entamées par le ministre de la Défense, Zu Guttenberg, il y a un problème structurel de renouvellement des matériaux. En France, il y a environ 27% du budget de la défense qui est consacré à l'achat de nouveaux matériels. En Allemagne, c'est 18%. Donc on consacre une grande partie de l'argent à entretenir des matériels qui n'ont pas été renouvelés. Les avions, je le rappelle, les Tornado ont 40 ans et aujourd'hui, il coûte presque plus cher de les entretenir que d'en acheter des nouveaux. Donc ça, c'est le problème principal. Le deuxième, c'est la question de la prise de décision. Aujourd'hui, il y a une prise de décision pour l'achat de matériel qui est très bureaucratique en Allemagne, comme l'a reconnu la ministre de la Défense elle-même, Madame Lambrecht, et donc il y a une volonté de réformer tout cela. Donc, une fois qu'on aura réglé ça, je vais revenir au F-35 tout de suite. Une fois qu'on aura réglé ça, il y a un problème principal qui reste, c'est celui de la stratégie militaire. Et c'est une question qui se pose, j'allais dire finalement presque comme un serpent de mer depuis Joschka Fischer. Donc en 1999, le ministre des Affaires étrangères, Joschka Fischer, envoie pour la première fois de son histoire la Bundeswehr en mission de combat, c'est-à-dire les avions qui vont bombarder au Kosovo, et en 2001 suit la mission, qui était une mission de combat en Afghanistan, dans les deux cas lancée par un ministre des Affaires étrangères écologiste. Et finalement, depuis, on ne sait pas très bien à quoi sert la Bundeswehr. La Bundeswehr n'arrive pas à assumer qu'elle est une armée, et qu'une armée, même si elle ne le fait jamais, a pour vocation de faire la guerre. Donc de s'y préparer. C'est-à-dire d'avoir une stratégie. Est-ce une armée défensive, une armée blindée motorisée comme l'était la tradition de la Bundeswehr dans l'époque de la guerre froide pour se protéger des soviétiques? Est-ce que c'est une armée qui va en opération, comme en Afghanistan, comme au Mali? Et tant qu'on n'a pas réglé cette question-là, on ne réglera pas la question de à quoi sert l'argent. On va renouveler du matériel nécessaire, mais pour le reste, à quoi va-t-il servir? Alors, cet argent, il va servir, et la ministre de la Défense l'a annoncé la semaine dernière, à acheter des avions, donc équipés, je reviens à mon partage nucléaire, équipés pour transporter les bombes nucléaires américaines. Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités. Les Tornado, qui sont c'est un avion de fabrication européenne qui a 40 ans, étaient équipés pour ça. C'est-à-dire qu'il faut une certification une certification des Américains pour ça. Et les Américains sont de plus en plus réticents à attribuer des certifications à des avions européens. Et donc, ils ont réussi, peut-être pour des raisons, tout simplement commerciales, à convaincre les Allemands d'acheter des avions F-35. Alors, on en a beaucoup parlé dans la presse, les Allemands achètent des F-35, ils sont à la botte des Américains, etc., surtout dans la presse française. Quelle est l'implication de tout ça ? Le gouvernement précédent avait prévu d'acheter des avions moins performants, les F-18, qui auraient été en partie certifiés pour le transport nucléaire, et parce que derrière tout ça, le but, c'est d'attendre ce projet franco-allemand, puis franco-germano-espagnol, d'avions de combat du futur, qu'on appelle en français le SCAF, FCAS en allemand, et qui serait le symbole de la coopération européenne en matière de défense, parce qu'on aurait une industrie de défense. Alors, c'est un avion qui pourrait être équipé pour le partage nucléaire. Les Allemands, la ministre de la Défense a certifié les partenaires que les Allemands continueront à investir pour ce projet. Et finalement, le principal problème, il vient pas de l'Allemagne dans ce projet, il vient du partenaire français. Donc le maître d'ouvrage du côté français, c'est Dassault, et du côté de Dassault, on est un peu réticent pour des questions de transfert de brevets, on a peur de perdre sa souveraineté industrielle, etc. Donc vous voyez, les problèmes, ils se posent du côté allemand, mais ils sont aussi du côté français pour les questions de l'Europe de la défense. Si on regarde ces fameux avions F-35, aujourd'hui il y a 83, je crois, exactement Tornado, le projet prévoit d'en acheter 35 seulement, c'est-à-dire même pas la moitié de la flotte actuelle, et 15 Eurofighter, c'est-à-dire un avion européen. Donc ce sont des signes, et je le dis aussi ici, je le répète, des signes donnés aux partenaires européens pour dire l'Allemagne est certes atlantiste, elle veut son engagement, maintenir son engagement dans l'Alliance Atlantique, mais elle reste très européenne. Ce qui m'amène à la question de l'Europe de la défense, ou de la défense européenne. Alors tout dépend de comment on le formule, parce que ça a des implications différentes. Le contrat de coalition
parlait, et c'était là peut-être un vrai changement, une révolution copernicienne, de souveraineté stratégique européenne. C'est-à-dire que l'Allemagne, les gouvernements allemands, jusque-là, étaient réticents à parler de cette autonomie stratégique qui était si chère au président français Emmanuel Macron, et on a eu une avancée, si j'ose dire, vers la France, une main tendue, et pas seulement vers la France, vers l'Europe, c'est-à-dire d'assumer le fait que l'Europe doit être une puissance stratégique. Alors stratégique, ça ne veut pas forcément dire militaire, ça veut dire aussi dans le domaine commercial, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis du cyberespace, vis-à-vis des technologies. Et c'était une avancée. Alors, est-ce que cette souveraineté stratégique vantée par le contrat de coalition aboutit à une Europe de la défense ? Aujourd'hui, on a des cultures stratégiques très différentes selon les armées européennes, selon les États européens, et c'est pourquoi on a, et il a été présenté aujourd'hui par les différents ministres de la Défense, le projet d'une boussole stratégique européenne, c'est-à-dire une évaluation commune des menaces qui amènerait à une réponse capacitaire globale européenne. Mais, et je terminerai là-dessus, sans industrie de défense européenne, on va avoir des difficultés à trouver les priorités. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est la défense européenne ou l'Europe de la défense passe-t-elle par l'OTAN, sachant que certains pays de l'Union européenne ne sont pas membres de l'OTAN, que certains pays européens ne sont pas membres de l'Union européenne, mais sont membres de l'OTAN, ou est-ce qu'il s'agit d'une véritable défense construite par l'Union européenne ? La situation d'urgence dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui rend difficile la réponse immédiate. Je vais vous donner un exemple. La boussole stratégique, et la ministre de la Défense allemande, Madame Lambrecht, a affirmé que l'Allemagne s'y engagerait, prévoit de muscler, si j'ose dire, les battle groups, les forces de défense européennes qui existent déjà, et ces battle groups pourraient augmenter à 5000 hommes, c'est-à-dire avoir 5000 hommes pour défendre la frontière orientale de l'Europe. Face à cela, on voit la situation, vous allez le comprendre tout de suite, l'OTAN peut aligner 40 000 hommes. C'est-à-dire que face à une menace directe, d'une guerre de haute intensité, dans un conflit traditionnel, 5 000 hommes européens ne suffiraient pas pour défendre dans le cas d'une invasion allemande. Et du point de vue de pays situés sur ce qu'on appelle le flanc est de l'OTAN, les Polonais, les Baltes, etc., on peut comprendre aussi l'inquiétude et l'attachement viscéral à l'OTAN parce qu'il s'agit d'une nécessité, j'allais dire presque vitale aujourd'hui, de sa propre sécurité. Il n'empêche qu'il faut commencer à réfléchir à ce que peut faire l'Union européenne de tout ça, comment l'Union européenne peut travailler de concert avec l'OTAN, puisque c'est une nécessité aujourd'hui, et comment elle peut développer sa propre défense. Voilà, j'ai pas du tout évoqué les questions énergétiques, mais peut-être que nous pourrons en parler pendant la discussion. Je passe la parole maintenant tout de suite à Hélène. Merci. Donc, j'ai volontiers sauté sur le navire ou sur le vélo en marche. Et donc, je vois plutôt mon rôle comme peut-être commentatrice de ce qui a été dit pour avancer le débat. Mais j'aurais quelques petites remarques à faire qui me permettront aussi de contribuer à la réflexion. Alors, déjà, peut-être une première remarque sur cette notion de Zeitenwende, qu'on n'arrive pas à traduire en français. Hein, c'est un changement soudain, c'est un changement d'air, ERE. Alors, c'est étonnant parce que il y a un livre qui est sorti il y a quelques semaines qui s'appelle Zeitenwende en allemand, auquel j'ai participé, qui avait été lancé par un historien qui s'appelle Andreas Schröder et un politiste qui s'appelle Kirchhoff. Et c'était un ouvrage collectif. Il avait demandé à plusieurs personnes de dire ce qu'il faudrait faire en Europe pour que ça change. Et alors, il y avait ceux qui disaient qu'il faut complètement renationaliser. Bon, moi, j'étais plutôt avec de l'allant. Et ce livre s'appelle Zeitenwende. Alors, je ne sais pas s'il va se vendre beaucoup, puisque il était complètement à l'avance. Non, sur ce mot, je pense que on a conscience de vivre quelque chose qui est la caractéristique de la vie des humains et qui fait l'histoire, c'est le temps. Et on a, j'ai entendu le mot d'accélération, d'urgence, etc. Et on a, et c'est pourquoi il y a je pense que c'était une des explications de la rapidité de cette transformation, de ce retournement de la politique allemande, c'est une conscience soudaine que les choses se transforment et que
on peut agir avec de la volonté. Donc c'est peut-être sur le terme de Zeitenwende, c'est peut-être ce qui explique pourquoi a été ce que vous avez, Madame, qualifié donc de le discours le plus exceptionnel, le plus remarquable de l'histoire de l'Allemagne fédérale. On a une force majeure, on a un caractère absolument exceptionnel de la situation, attaquer son voisin par la violence. C'est une attaque contre les valeurs, vous l'avez dit très justement, et c'est un défi à relever précisément, comme vous l'avez souligné, parce que Poutine n'est pas du tout dans la continuité soviétique russe, que l'on croyait avoir identifié déjà à l'époque soviétique. Je me souviens qu'Helmut Schmidt disait, si on veut comprendre l'Union soviétique, il faut comprendre la politique russe. Et depuis qu'il n'y a plus d'Union soviétique, on avait une lecture de la Russie comme si c'était la poursuite de l'Union soviétique, ce que ce n'est pas. Et donc le défi, il est là, c'est que Poutine, il révise, dans le révisionnisme, c'est non seulement réviser, mais c'est brutalement violer. Je crois que le terme de violation là est essentiel, et l'ampleur de la violation des valeurs et des règles du droit international est ce qui a expliqué ce retournement très soudain qui a été frappant dans cette séance au Bundestag le 27 juillet. 27 février, pardon. Alors, un autre point que je trouve intéressant, c'est ce que vous soulignez, il y a 5 millions d'Allemands qui parlent russe. Et c'est toujours, quand on travaille, les Français, les Allemands, on cherche ce qu'on a en commun, on cherche ce que chacun apporte, mais aussi on cherche à comprendre, si on veut se comprendre, la spécificité de la situation. Or là, ça c'est un point que les Français peut-être mesurent mal, nous, on n'a pas 5 millions de personnes qui parlent russe en France, même si la France a été la terre d'accueil de beaucoup de Russes au moment de la révolution bolchevique et même des étapes antérieures. Il y a une réalité de la présence et de la connaissance des Russes en Allemagne, à la fois dans le temps présent, dans le temps post-réunification, puisque, on le sait, ça a été début des années 90, l'arrivée très très nombreuse de Russes d'origine allemande et qui pouvaient faire valoir de façon d'une autre qu'ils étaient allemands. Ça a modifié d'ailleurs, moi j'ai pu le voir en Allemagne, aussi le regard porté sur des modes de comportement de Russes. On entend aussi des choses pas très agréables sur les Russes en Allemagne, sur une forme de violence, sur une brutalité. Enfin, c'est quelque chose qui dit en Allemagne, alors qu'en France, on vous parle de Russes, ça reste beaucoup plus lointain. Et puis, il y a une autre spécificité qu'il ne faut pas oublier, qui fait partie de l'imaginaire en Allemagne, et pas seulement en Allemagne de l'Est, où ça a été une réalité, mais parce que dans la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu donc non seulement 12 millions d'Allemands qui ont quitté les territoires orientaux, mais beaucoup se sont déplacés à l'intérieur de l'Allemagne jusqu'à l'ouest de l'Allemagne. Et cette phrase « Die Russen kommen », les Russes arrivent, ça dit quelque chose, même aux gens de ma génération, qui l'ont entendu dire par leur mère, par leur tante, par leur grand-mère. Des histoires de l'arrivée des Russes, ça veut dire les viols des femmes, ça veut dire des destructions, ça veut dire une brutalité qui s'est transmise en génération. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit intégrer quand on est français et qu'on essaie de comprendre. Alors, puisque j'ai dit quelque chose qui est de l'ordre de la compréhension ou de l'empathie, je vais dire quelque chose là, peut-être qui est le regard extérieur sur l'Allemagne. Vous avez dit, Madame, que sans la guerre en Ukraine, on n'aurait jamais su combien finalement la politique de Madame Merkel était favorable à la Russie et combien elle avait poussé l'Allemagne dans une dépendance énergétique. Là, vous avez parlé au début, Christian Deussen a parlé de naïveté, Ça fait des années que les partenaires de l'Allemagne disent « Attention, attention, vous êtes trop proche des Russes ». Il y a eu notamment chez les voisins, y compris en France, beaucoup d'incompréhension
pour cette opération de Nord Stream 2. Il y avait déjà Nord Stream 1 et on rajoute Nord Stream 2, outre les faits qu'on acceptait de contourner et de priver les voisins orientaux de ce gaz, mais que même les réserves dans les ports allemands dans le nord de l'Allemagne soient de la propriété des Russes. Ça fait des mois que, y compris les voisins français, disaient aux Allemands c'est quand même un petit peu dangereux. Et c'est là, je crois que il faut parler de ces choses-là. Et il y a eu cette prise de conscience en Allemagne d'un réveil soudain et de dire qu'avons-nous fait. Donc ça, c'est peut-être un point. Et puis pour terminer sur ce qu'a dit Paul Maurice, il a tout à fait raison de présenter les chiffres de dépenses d'armement. Il y a les chiffres, mais il y a aussi, comme il l'a dit très justement, dans quel état se trouvent les armées. Et un des problèmes essentiels de la Bundeswehr et de la défense en Allemagne, c'est que, on peut le dire clairement, l'armée a été négligée et que c'est pas la même chose que d'entretenir, d'améliorer progressivement ou d'un seul coup de rattraper. Et de rattraper un grand retard, c'est un défi auquel est confrontée l'Allemagne. Alors, je vais essayer d'être optimiste et de faire une comparaison un peu osée. On a beaucoup dit que l'Allemagne s'était plus vite reconstruite dans la fin des années 40 et dans les années 50, notamment avec le plan Marshall, parce qu'on reconstruisait sur des choses en très mauvais état, voire détruites. Alors que les voisins, les Français, les autres, c'était un peu détruit, mais c'était pas tellement détruit, donc on a un peu colmaté. Peut-être que c'est une chance. Peut-être que c'est une chance pour l'Allemagne là de faire un saut qualitatif et de beaucoup améliorer. Donc je vais m'arrêter là. Le mot stratégie est très important tel qu'il a été formulé. Parmi les nombreux malentendus qu'il y a entre les Français et les Allemands, entre les politiques et les populations, c'est ce qu'on met derrière les mots. Alors, Paul l'a dit, les Français ont parlé d'autonomie stratégique, les Allemands ne voulaient pas parler d'autonomie parce que ça c'est trop distancié par rapport aux États-Unis, donc on parle de souveraineté. La souveraineté en allemand, ça peut permettre de dire qu'on est aussi souveraine, ça veut dire que voilà qu'on sait se tenir. Mais derrière le mot stratégie, là aussi, on peut comprendre beaucoup de choses. Et dans cette Zeitenwende, donc dans ce retournement soudain, je pense que là, c'est une lumière crue qui est jetée sur tous ces espaces où on a laissé dormir parce qu'on pensait que ça ne changerait pas. Peut-être on reviendra sur la partie historique, pourquoi on a si peu cru en Allemagne que la Russie de Poutine était si différente de l'Union soviétique. Et on a fait comme si, c'était un peu un Wunschdenken, hein, c'est comme si on maintenait une stabilité sans voir que finalement le pays avait changé et que l'Union soviétique avait énormément intérêt à la stabilité. L'ordre de la guerre froide, il était fait pour ne pas bouger. Or là, on a affaire à quelqu'un, vous avez dit révisionniste, qui donne un coup de pied dans la mare, une pierre dans la mare, un coup de pied dans l'ordre tel qu'il est là. Voilà, je m'arrête. Ich würde gerne darauf ganz kurz antworten. Zu 3 Punkten, weil ich sehr, sehr spannend finde, was Sie sagen. Das eine ist natürlich genau die Frage, wie kommt das, dass man die Augen geschlossen hat vor der Politik von Putin und von Russland, dass man nicht gemerkt hat, wir haben nicht mehr die Sowjetunion, wir haben nicht mehr eine Brezhnev-Doktrin, wir haben jetzt Russland, wir haben Putin. Und man hat die Strategie überhaupt nicht verändert, man hat weiter so gemacht. Ich glaube, das ist, es wird immer wieder argumentiert in Deutschland. Wir haben so viel Leid über Russland gebracht. Wir haben den Tod von 20 Millionen Russen haben wir verursacht. Wir dürfen nicht sagen, was sich gegen Russland irgendwie aufstellt. Dabei geht es gar nicht mehr so darum, dass man wirklich etwas gegen russische Menschen, aber dann geht auch die Politik. Wir müssen den Mund halten. Ich habe das Gefühl gehabt, jetzt kommt schon die Psychologin bei mir durch, ich habe oft das Gefühl gehabt, dass
Deutschland sich wie so ein Teenager, der für sein eigenes Fehlverhalten, für seine eigene fehlende Courage immer die Großeltern verantwortlich macht. Ja, ich kann nicht anders halten, weil die Großeltern haben ja damals Russland überfallen. Wir können nicht anders handeln. Ja, wir wissen ja, was da passiert ist. Ich glaube, es ist der Punkt gekommen, jetzt wird Deutschland erwachsen. Deutschland wird psychologisch gesehen erwachsen. Deutschland muss jetzt sagen, okay, ich übernehme Verantwortung für das, was wir tun. Ich werde nicht mehr die Verantwortung auf die Großeltern, auf die böse Generation abschieben. Sie waren sicherlich böse und sie haben viel Leid verursacht, keine Frage. Das will auch keiner eigentlich schönreden. Aber das heißt nicht, dass man wegen dieses Leid zuguckt, wenn neues Leid entsteht. Und natürlich haben Sie mit Nord Stream 2 völlig recht. Noch vor ganz kurzer Zeit wurde immer so getan, als wäre das überhaupt kein politisches Thema. Es geht doch nur um Energieversorgung. Es geht doch nicht um Politik. Es geht nur um ein warmes Zimmer und nichts anderes. Und das war einfach nicht wahr. Es war nicht wahr, dass das nur ein Thema war der Energie, sondern es war natürlich ein politischer Punkt. Der zweite Punkt, den ich noch erwähnen möchte, das haben Sie sehr schon ausgeführt, das Bild Russlands wird eben auch durch die Vertriebenen in Deutschland, aber auch durch die Ausbeutung der DDR durch die Sowjetunion. Also das darf man ja auch nicht schönreden, dass einfach die Sowjetunion, die DDR, diese Menschen haben auch ist auch komisches. Zum einen sind sie natürlich immer noch zum Teil, sprechen viele noch Russisch, weil sie es in der Schule gelernt haben, sind immer noch offen. Aber es ist natürlich auch so, dass man weiß, von den Russen ist nichts Gutes für uns gekommen. Das ist etwas auch, was sich in den neuen Bundesländern heute noch festgesetzt hat. Und der dritte Punkt, das ist die mit der Bundeswehr. Das ist natürlich ein Quantensprung. Die deutsche Bundeswehr hat sich immer als ein Friedensarmee verstanden. Nur bei Auslandseinsätzen für den Frieden, für die Ausbildung, für Schulen bauen, Brunnen bauen. Und jetzt muss eben auch um die Verteidigung der eigenen Landesgrenzen. Das heißt, die Bundeswehr wird als eine militärische Macht muss jetzt wahrgenommen, es muss ausgesprochen werden, es wird nicht ausgesprochen, es muss ausgesprochen werden, dass die Bundeswehr auch zur Verteidigung der Landesgrenzen eingesetzt werden muss, sei es als Land, sei es in der Zusammenarbeit mit der EU, darüber kann man auch reden, aber man muss ganz klar sagen, man kann es nicht mehr als Friedensarmee abtun. Wir haben immer so eine interessante Tradition in Deutschland, dass man immer sagt, wir müssen alles mit friedlichen Mitteln bekämpfen. Man hat also bei Demonstrationen ziehen bei uns Polizisten oder früher haben sie weiße Jacken angezogen, damit sie die Protestierenden nicht noch mehr ärgern und sich sozusagen als Kellner, als Diener des Volkes darstellen können. Das war immer so die Philosophie. Und diese Philosophie muss jetzt verlassen werden. Und glauben Sie mir, das wird eine ganz schwere Arbeit werden für alle Beteiligten. Je voudrais, pour que vous voyez l'importance du changement de l'attitude du gouvernement, et notamment de d'Olaf Scholz, du chancelier, je voudrais rappeler qu'il présentait effectivement le gazoduc Nord Stream 2 comme quelque chose qui n'avait rien à voir avec la politique. Disait-il, c'était son argumentation dans les premières semaines de la chancellerie. Il disait que c'était une affaire donc purement économique qui concernait que le privé, que le gouvernement et l'État n'avaient rien à voir avec ça. Ça a été sa position qui avait été très critiquée à l'époque. Bon, finalement, il a changé son opinion. On ne sait pas trop pourquoi, on n'a pas d'explication là-dessus, mais il a changé son opinion. Deuxième point aussi qui était amusant, et on peut voir à quel point il a changé ses positions quand a commencé la guerre de la Russie contre l'Ukraine, pardon, excusez-moi, contre l'Ukraine, il a proposé d'envoyer des casques. Alors bien sûr, tout le monde a ri parce que les casques, bien sûr, c'est important d'avoir des casques quand on fait la guerre, mais enfin, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir combattre très efficacement contre l'armée russe. Donc, il y a eu un changement complet dans ce domaine-là, changement dans la mesure où l'Allemagne a donc annoncé qu'elle allait envoyer des armes contre de l'autre côté.
Et enfin, le troisième, bien sûr, le troisième point le plus important qui illustre ce changement, c'est l'annonce, donc, dans ce fameux discours de dimanche dernier, d'une semaine, l'annonce de ce fonds de 100 milliards d'euros. Alors, bien sûr, c'est encore très, très flou. On ne sait pas trop comment ça va être organisé, comment ça va être financé. Il y a beaucoup de questions qui restent complètement ouvertes. Mais dans la mesure où le budget de la défense, je crois que Paul Maurice a donné le chiffre, doit être à peu près légèrement supérieur à 50 milliards. 50 milliards, c'est à peu près ça, je crois, 51 ou 52 milliards actuellement. Donc, annoncer en plus une réserve de 100 milliards, c'est bien sûr quelque chose d'énorme. Et que la Bundeswehr ait besoin d'être totalement, disons, rénovée et réorganisée, c'était un secret de polichinelle. Tout le monde le disait. Il y a eu des déclarations importantes qui ont été faites dans ce sens-là. Mais jusqu'avant cette crise avec l'Ukraine, eh bien, on ne sentait pas la nécessité de développer la défense du côté allemand. Un dernier mot concernant les avions. On parle beaucoup actuellement de défense européenne et l'Allemagne veut renouveler donc sa flotte d'avions militaires. On aurait pu penser qu'il y aurait eu un accord franco-allemand. Ça aurait été une belle preuve, si vous voulez, d'avancée de l'Europe militaire s'il y avait eu un accord franco-allemand sur cet avion. Or, première annonce qui a été faite, par la ministre de la Défense, on va acheter des avions américains. D'un côté, on dit qu'on veut faire l'Europe, etc., qu'il faut prendre les distances, bien sûr sans rejeter les Américains, mais sur des affaires aussi importantes, eh bien, du côté allemand, on se dirige vers les États-Unis. Alors, je ne vais pas faire un rapport entre ce que je viens de dire et les sondages d'opinion concernant les membres du gouvernement. Mais j'ai vu dans un journal allemand tout récemment, il y avait des notes qui étaient attribuées aux ministres. Quelles notes ont-ils entre médiocre jusqu'à bien? La ministre de la Défense, Madame Christiane Lambrecht, fait partie de celles qui ont obtenu une note très médiocre. Alors je ne sais pas. Il faut dire que le ministère de la Défense est un des ministères les plus difficiles en Allemagne, parce qu'il y a toutes ces procédures dont vous avez parlé, administratives, qui sont compliquées, les problèmes de financement. On l'a vu avec les ministres qui sont les précédents. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les 3 derniers ministres sont des ministres femmes. Madame von der Leyen, qui a été bien contente d'aller après à Bruxelles parce qu'elle n'arrivait plus très bien à gérer son ministère. Ensuite, Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK, de la SAR, qui n'a pas très bien réussi. Et donc maintenant, Madame Lambrecht. Alors, je dois dire que j'étais assez surpris de la nomination de cette personne à ce poste-là, parce qu'elle n'avait pratiquement aucune expérience sur les questions de défense. Or, c'est un ministère quand même extrêmement difficile à gérer, étant donné son budget et étant donné les problèmes à régler sur le plan humain, matériel, question de stratégie, etc. Voilà. Vous voulez compléter? Allez-y. Oui. Non, quelques mots. Monsieur Ménivier, il faut couper votre micro. Quelques mots sur ce que vous avez dit. Alors, ce que je vais dire n'engage pas mon opinion, engage juste des faits. Sur la question des F-35, j'y reviens, sur l'achat des avions américains, il faut se rendre compte qu'à partir du moment où le gouvernement allemand, quel qu'il soit, s'engage à maintenir le partage nucléaire, c'est-à-dire l'un des fondements de l'Alliance Atlantique, il est obligé d'avoir des avions qui sont certifiés pour transporter les bombes B-61. Aujourd'hui, le Rafale français n'est pas certifié pour cela. Le SCAF n'existe pas encore, donc on a attendu, ça fait 10 ans finalement qu'on attend pour renouveler les Tornado, donc il fallait trouver une solution. Le gouvernement précédent, je l'ai dit, voulait faire certifier des avions plus anciens, mais qui n'étaient pas forcément au niveau technologique pour le faire. Là, il y a une décision qui est, très pragmatique. Et comme je l'ai dit, peut-être aussi qu'il y a une part de démarche commerciale de la part de l'entreprise américaine, c'est vrai, peut-être. Mais il faut pas l'interpréter comme une Allemagne qui retournerait sa veste par rapport aux Français.
C'est aussi dans la tradition allemande. Sur la question de la Bundeswehr, sur ce qu'a dit Hélène Mire de la Croix, finalement, ça fait 10 ans que la Bundeswehr, on parle de 10 ans, toujours cet échange de 10 ans. Et si on remonte il y a 10 ans, c'est la suspension, du service civique en Allemagne. Et la Bundeswehr, elle a été construite en 55, quand elle a été recréée en 55, après les accords de Paris en 54, comme une armée de citoyens en uniforme. On voulait revenir sur la Wehrmacht. On avait des citoyens qui avaient le innere Führung, alors je sais jamais comment le traduire, une sorte de clause de conscience vis-à-vis d'un ordre qu'on aurait pu leur donner, qui aurait été un ordre contraire à la paix, etc. Donc il y avait quand même un lien très fort entre toutes les générations d'Allemands, puisque c'était les hommes qui faisaient le service militaire, et l'armée. Et ce lien a été rompu, et c'était un lien qui était ténu, parce qu'il y avait quand même un pacifisme très fort, mais malgré tout, l'expérience du service militaire faisait qu'il y avait un lien citoyen. La Bundeswehr, ça a été une armée qui était prête pour la défense du territoire national, jusqu'en 1990. C'était une armée blindée motorisée, avec des chars qui étaient prêtes à se battre contre, j'allais dire même d'autres Allemands, la Nationale Volksarmee ou les Soviétiques. Et depuis 90, on n'a pas su quoi faire. Effectivement, c'est une vraie question. Et la question que vous avez posée, c'est finalement ce que disait Joschka Fischer en 1999. Alors je le dis en français, mais j'ai appris, c'est plus seulement plus jamais la guerre, c'est plus jamais Auschwitz. L'armée peut empêcher de nouveaux massacres de population, comme on peut l'observer aujourd'hui en Ukraine. Je reviens sur un terme, et on en a parlé la semaine dernière avec Hélène Mire de la Croix, sur la notion de réarmement. Je reprends ce que tu avais dit, parce que c'est vraiment marquant. On a beaucoup entendu « l'Allemagne se réarme ». Alors, le terme est marqué, ça veut dire l'Allemagne qui va réenvahir la Pologne, finalement, c'est un peu ça qui est sous-entendu, mais l'Allemagne ne se réarme pas. L'Allemagne renouvelle son matériel. Tout simplement, c'est ça qu'il faut dire. Elle remplace un matériel qui va disparaître par un matériel qui est équivalent, des avions par des avions. On ne va pas acheter des chars par centaines pour se préparer à la guerre. Et ça nous amène à la question que Henri Minudy a soulevée, la question des exportations d'armes. Effectivement, il y a en Allemagne cette idée qu'on n'exporte pas des armes vers des zones de combat ou vers des zones où ces armes pourraient contribuer à la déstabilisation politique. Alors c'est un principe qui a déjà été un peu rompu. On pourrait parler de l'Arabie Saoudite, on pourrait parler des Kurdes pour le nord de l'Irak en 2015. Et là, c'était vraiment, je pense, une rupture fondamentale quand Olaf Scholz a annoncé qu'il était prêt à livrer des missiles solaires et des armes anti-chars à l'Ukraine. Alors d'abord, c'est passé par subterfuge, c'est-à-dire autoriser les Néerlandais à vendre des produits de fabrication allemande aux Ukrainiens, donc on contourne un peu, puis finalement, très rapidement, on a dit on va livrer. Et pourquoi on en revient sur ces 5000 casques, c'était un peu ça l'idée, c'était l'idée de départ. Qu'est-ce qu'il y a de plus défensif comme arme qu'on peut livrer dans les zones de guerre, ça on s'autorisait à le faire, qu'un casque. Alors c'est pas une arme, c'est certes défensif, mais c'est pas une arme. Et c'est toujours le problème qu'on pose, qu'est-ce qu'une arme défensive ? Un char d'assaut, c'est défensif. Mais les Allemands ne considèrent pas que c'est défensif et donc on ne peut pas en livrer. Donc voilà, il y avait une sorte d'ambiguïté, voire même de schizophrénie dans ce discours qui a été, finalement, Scholz a un peu remis les choses à plat en disant les choses très clairement. Alors sur la question énergétique, sur la question de Nord Stream 2, les partenaires de l'Allemagne, et les Polonais aussi, étaient très critiques envers l'Allemagne, envers Nord Stream 2, mais en Allemagne, on avait un parti qui était extrêmement critique envers ce projet, c'était les Verts. Et c'est intéressant de voir que c'est le parti qui a accédé aux affaires étrangères. Annalena Baerbock, comme candidate à l'époque des Verts, critiquait le projet, elle voulait son arrêt immédiat. On avait un deuxième parti qui était un peu mitigé, mais plutôt critique, c'était les libéraux-démocrates, le FDP, qui voulait un moratoire sur Nord Stream 2. Alors, les libéraux sont pour le libéralisme économique, donc pour le libre-échange, donc c'était compliqué de s'y opposer, mais ils sont aussi défenseurs de l'état de droit, des libertés individuelles. Donc, vis-à-vis de la Russie, ça fonctionnait difficilement. Et donc c'est intéressant de voir aussi qu'ils se retrouvaient associés dans un gouvernement avec un SPD, Olaf Scholz, vous l'avez dit, qui était plutôt favorable à Nord Stream 2, qui avait le même discours qu'Angela Merkel quand il était ministre des Finances. Donc ça explique aussi pourquoi peut-être on a eu une pression des partenaires extérieurs, partenaires européens, mais aussi au sein de la coalition. Et puis,
il y a un moment, j'allais dire, c'est presque la méthode Angela Merkel qu'a appliquée Olaf Scholz, c'est-à-dire devant le mur, il n'y avait plus le choix, il fallait vraiment faire quelque chose. Le jour où la Russie, la Douma, le Parlement russe a reconnu les républiques séparatistes, il fallait vraiment marquer un grand coup et donc annoncer la suspension de la certification de Nord Stream 2. Je rappelle que Nord Stream 2 n'a jamais été en fonctionnement. Je terminerai avec ça sur la question de la transition énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, l'Allemagne importe 50% de son gaz de Russie. Pourquoi est-ce que le gaz, si on prend le gaz, est une énergie très importante en Allemagne? Si on regarde la production d'électricité, elle représente aujourd'hui que 11% pour la production d'électricité. Mais le contrat de coalition de la coalition Feu Tricolore prévoit une transition climatique, énergétique très ambitieuse. Et parmi celles-ci, on a la fin de l'utilisation du charbon pour la production d'électricité d'ici 2030, c'est-à-dire demain. Et il y a encore de nombreuses centrales au lignite, au charbon en Allemagne pour la production d'électricité. Vous le savez, les dernières centrales nucléaires en Allemagne vont fermer normalement à la fin de l'année 2022. Donc dans le contrat de coalition, le gaz était considéré comme une énergie de transition pour l'électricité, pour remplacer le charbon, en attendant la production importante d'un parc éolien ou d'un parc de panneaux solaires. Donc ça remet aussi en grande partie en cause cette ambition écologique du gouvernement, et donc le programme des Verts, et donc leur crédibilité à se présenter à nouveau devant les électeurs dans 3 ans et demi maintenant. Donc il y a aussi des impacts en politique intérieure. Deuxième chose, 11% pour la production d'électricité, à quoi ça sert tout le reste du gaz? Et bien principalement pour l'énergie dans l'industrie, et comme matière première pour l'industrie, et l'industrie chimique. Donc ça remet aussi en cause la hausse des prix, la recherche de nouveaux approvisionnements. Vous avez parlé de la visite du ministre de l'économie et de l'environnement, du climat, Robert Habeck, au Qatar. On cherche tout de suite de nouveaux moyens pour trouver d'autres... et donc on remet en cause ces valeurs. On n'imagine pas les Verts aller au Qatar. Le gouvernement envisage... C'est Lindner le ministre des Finances, Lindner, envisage des forages dans la mer, en mer du Nord, des choses pour lesquelles les Verts s'opposaient. Donc on remet en cause de grands principes pour arriver à ces fins politiques, notamment la transition énergétique. Donc vous voyez qu'il y a toute une implication aussi en politique intérieure, aussi sur la relation avec les partenaires et pour les partenaires au sein de la coalition. Voilà. Merci pour ces précisions. Je voudrais qu'on revienne tout à l'heure sur cette question, notamment les différences entre la France et l'Allemagne sur les questions énergétiques. Mais là, je vois qu'il y a une question qui est posée à 2 reprises. On nous demande de dire quelque chose sur l'armée européenne. Vous n'avez pas parlé de l'armée européenne. Très brièvement, et puis après, je dis juste un mot, mais non, mais c'est bien. L'armée européenne, qu'est-ce qu'on entend par armée européenne? Quand on est en Allemagne, on entend une armée parlementaire comme la Bundeswehr, c'est-à-dire une armée responsable devant le Parlement, où les mandats sont renouvelés tous les ans par un vote nominatif. Ou est-ce qu'on entend du côté français une armée plus exécutive, qui dépend du président, une armée d'intervention, une armée de défense, une armée... voilà. Tant qu'on a des cultures stratégiques différentes et des intérêts stratégiques différents, on n'arrivera pas à la construire. Ich wollte noch etwas zur Ergänzung sagen zu der Energiepolitik. Heute schreibt Ja, also zur europäischen Armee kann ich eigentlich nur sagen, dass das in Deutschland sehr positiv gesehen wird, weil es eben was europäisch ist. Alles, was europäisch ist, wird in Deutschland sehr begrüßt, weil man dann sofort wieder denkt, was wir zusammen machen, kann ja nicht so schlimm sein, wir müssen dann nicht als Aggressoren auftreten. Also eine europäische Armee. Ich persönlich denke aber auch, dass eine europäische gemeinsame Verteidigungspolitik Europas schon sehr lange fällig ist, mindestens seit 20 Jahren. Und wir hätten viel früher damit eigentlich anfangen müssen, statt das zu belächeln. Und das ist, finde ich, also sehr schade, dass es erst jetzt im letzten Moment dann jetzt wieder thematisiert wird und nicht bei Zeiten. Und zu der Energiepolitik, was Sie eben gesagt haben, dass heute schreibt der Verfassungsrechtler Di Fabio in der FAZ von der romantischen Energiepolitik Deutschlands. Und meint damit natürlich, dass man immer alles so sich so positiv ausgedacht hat. Wir wollen erneuerbare Energien, wir wollen ganz schnell aussteigen, wir wollen das. Aber es gibt eben, die Rechnung geht nicht auf, wenn man gleichzeitig sehr energielastig als Land ist und sehr viel Energie verbraucht. Und gleichzeitig, das kommt noch dazu als zusätzliche Geschichte,
Alle wollen sie alternative Energien. Niemand möchte Windräder in der Nähe, weil sie ja so laut sind und Lärm machen. Und das eine geht nicht, das andere wollen sie nicht. Also da ist so man hat wirklich eine romantische Energiepolitik. Wir möchten ganz leise Windräder. Eigentlich wollen wir gar keine Windräder. Vielleicht können wir pusten, dann haben wir auch Energie. Und ganz böse Atomenergie, ganz böse Kohle ist dreckig. Das wollen wir auch nicht. Ja, aber ja, ein Perpetuum mobile haben wir noch nicht erfinden können in Deutschland. Das bräuchten wir aber. Je voudrais compléter sur l'armée européenne. Moi, je voudrais dire, si vous voulez, il faut pas se tromper, il n'y a pas d'armée européenne. On a essayé d'en créer une dans les années 1950 et ça a échoué. C'est la France qui a proposé en 1950, après la guerre de Corée, quand se posait la question du réarmement de l'Allemagne, que c'est la France qui ne voulant pas que l'Allemagne justement soit réarmée, a proposé la création d'une armée européenne. Et il y a même un traité qui a été signé en 1952, et on a même signé, on s'est même entendu pour créer une sorte déjà la coopération politique européenne. Et puis en 1954, comme c'était un traité international qui devait être ratifié par les parlements, il l'a été par les trois parlements du Benelux, par l'Allemagne, et il restait la France et l'Italie. Et l'Italie avait dit, si les Français signent, s'ils ratifient, nous ratifions aussi. Et les Français n'ont pas voulu ratifier. Ça s'est passé au mois d'août 1954. Le 30 août 1954, et à la suite, si vous voulez, c'est un peu bien sûr de la défaite de la France à Dien Bien Phu, où les gaullistes et les communistes se sont unis pour faire échouer ce projet. Et ça a été un échec fondamental. Du même coup, on n'a pas eu, si vous voulez, d'unité politique, de communauté politique, et on n'a pas eu d'armée européenne. Et aujourd'hui, quand on parle d'armée européenne, ça n'existe pas. Ce sont des armées nationales qui coopèrent entre elles. Et le problème, c'est de savoir, est-ce qu'on peut rendre ces différentes armées, est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire que les rendre capables de coopérer ensemble. On le fait par exemple avec la brigade franco-allemande. Et puis surtout un aspect important, c'est pour ça que j'ai posé tout à l'heure la question des avions, un aspect important, c'est la coopération en matière de fabrication d'armements. Les armements militaires coûtent extrêmement cher. C'est plus facile de le faire à plusieurs pays, mais encore faudrait-il qu'il y ait vraiment une entente européenne sur ce plan-là. C'est pour ça, bien sûr, il faut parler de la défense, on peut parler de la défense européenne, mais l'armée européenne en tant que telle, aujourd'hui, elle n'existe pas et je la vois pas se manifester dans l'immédiat. Oui, peut-être un mot aussi sur l'armée européenne et puis sur un autre point. Là aussi, c'est comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on met derrière le mot? On a tendance en France, une armée, on voit un chef et puis un commandement et puis des officiers et puis une troupe, etc. Je pense que les projets d'armée européenne tels qu'ils sont évoqués pensent plus à un système intégrant des unités déjà existantes, en mettant l'accent sur des unités spécifiques, en assurant leur interopérabilité, c'est-à-dire qu'elles puissent travailler ensemble. Mais ça pose des problèmes. C'est plus compliqué à créer qu'une armée nationale. Et se pose notamment toujours la question qui est le chef? On sait très bien que pour les Français, c'est toujours une question importante. Mais du côté des Allemands aussi, parce que, et c'est là que reviennent toujours les méfiances et les soupçons, il y a, avant l'invasion de l'Ukraine, toujours dans le discours de différentes sources politiques, ou d'universitaires, ou d'essayistes, ou de journalistes, à chaque fois qu'on évoquait des opérations communes, etc., la méfiance que la France utiliserait l'Europe pour pouvoir faire des interventions dans son arrière-cour, toujours cette fameuse représentation, l'Allemagne aurait son arrière-cour à l'Est et la France aurait son arrière-cour dans le Maghreb, en Afrique, et que donc il ne fallait pas suivre les Français qui seraient un peu malhonnêtes. Alors, s'il peut y avoir un des avantages à la situation actuelle, c'est qu'on n'a plus le temps de se poser ce genre de questions. Et que les méfiances réciproques du genre l'Allemagne se réarme, faut-il avoir peur, ou les Français vont vouloir tout diriger, on n'en est pas là.
j'aime bien ce que vous disiez sur la politique la politique d'énergie romantique. Je crois que ça va aussi beaucoup, et là aussi il y a une petite nuance entre la France et l'Allemagne dans la perception de la menace dans la période après ce qu'a évoqué Paul Maurice, c'est-à-dire quand on va dire après la réunification, hein, pour faire assez simple, les dernières années, les 2 dernières décennies. C'est que plus encore qu'en France, on a en Allemagne eu l'impression qu'avec la fin de l'Union soviétique, c'était la victoire, alors pas tellement de l'Ouest, mais la victoire d'un ordre juste. Ce qu'on appelle, qu'on peut considérer un peu naïf, c'est un peu le monde de oui-oui, comme on dit, hein, c'est-à-dire où tout le monde est gentil, hein, comme vous dites, c'est romantique, c'est gentil. Et on le voit bien aussi, je trouve, et ça me frappe toujours, tant dans le quotidien que dans les archives, puisque, en effet, je travaille sur les archives il y a une 30aine d'années, il y a une dialectique très étrange entre les politiques et la population, et la crainte qu'ont les politiques allemands, jusqu'à aussi, il y a très peu de temps, Olaf Scholz, de réaction de sa population qui est supposée pacifiste et qui est supposée ne pas vouloir d'interventions extérieures, mais c'est une construction réciproque. Parce qu'à force de dire cela à la population, elle intègre aussi cette idée que l'Allemagne doit, comme vous disiez, construire des écoles, etc. Ce qu'on appelle avec les collègues, quand on est dans les archives, Deutschland muss putzen, hein, c'est-à-dire ils retirent les mines, ils font un petit peu mais ils vont jamais au devant. Je me demande s'il n'y a pas là une forme d'autisme entre les gouvernements et la population, et de construction réciproque de nous, l'Allemagne, nous ne devons pas être dans la chose militaire avancée. Ce qui est vu chez les voisins comme de l'égoïsme. Parce que ça aussi, il faut toujours se dire les choses. Il y a une petite musique en France depuis 20 ans de dire les Allemands, ils laissent faire les interventions et pendant ce temps-là, ils font du business. C'est un peu la lecture. Et ils gagnent de l'argent, et puis nous, ils nous laissent faire les choses dans les interventions extérieures. Donc, je trouve ça très intéressant, et le rapport aussi des partis au pacifisme. Vous avez évoqué le pacifisme du SPD, c'est très important. C'est un virage très majeur du SPD. Au début des années 80, hein, c'est les Mittelstreckenraketen, c'est la crise des euromissiles, avec la perception d'une menace finalement supportable, et que même si la menace soviétique était importante, eh bien, on n'allait pas déployer en face ce qu'il fallait. Mais c'est valable aussi pour les Verts, puisque le pacifisme est constitutif des Verts. Les Verts, ils se sont construits 1979-83 à partir de le courant écologiste, le courant libertaire, on va dire, féministe et pacifiste. Et que donc là, on a en Allemagne, alors ça va peut-être avec ce que je disais, les politiques qui supposent que la population est hyper sensible à ces questions. Et puis je voudrais dire un dernier mot, et ça, il a tout à fait raison, Paul, de dire ça. Vu de France, on entend beaucoup « Ah, mais on n'a qu'à arrêter complètement le robinet, et puis les Allemands, tant pis, ils auront froid. » Ben si, on l'entend. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais moi je l'ai entendu. Les Allemands doivent faire un effort. Il fait plus froid en Allemagne, mais ils auront froid, c'est pas grave. Sauf que, il l'a dit avec justesse, la plus grande partie du gaz est utilisée pour l'industrie. Alors, on peut dire oui, les industries se sont arrêtées pendant la crise du Covid, mais on va pas arrêter en permanence les industries. D'autant plus qu'il y a un plan, si je ne me trompe, mais c'est vous qui êtes député, vous devez savoir ces choses-là, de priorité. Le gaz doit être donné en priorité aux hôpitaux, aux foyers privés, et puis après à l'industrie, donc à l'économie. Bon, je ne dis pas ça pour excuser les réticences de l'Allemagne à vraiment sanctionner en fermant le robinet, mais c'est très, enfin, je veux dire, c'est un peu hasardeux, voilà. Ja, ich würde das, was Sie sagen, stimmt natürlich alles, unterschreibe alles. Was ich ganz
Ich habe jetzt nicht verstanden, was sie gesagt hat, aber egal. Was ich wichtig finde, ist, dass immer wieder gesagt wird als Erklärung, ja, Deutschland hat eine sehr energiestarke und reiche Industrie. Und wenn wir diese Energie nicht bekommen, dann werden wir schwach. Und ein schwaches Deutschland nützt niemandem, auch nicht Europa. Also so wird also argumentiert, damit man klar sagen kann, ja, wir müssen ja, sonst, wenn wir schwach sind, wem nützt das denn? Wir müssen stark bleiben, damit wir Europa unterstützen können. Das will ich nur als Ergänzung zu Ihren Ausführungen dazu sagen. Oui, pour rappeler l'histoire aussi du débat franco-allemand sur les questions des eurofusées, je voudrais rappeler la phrase de François Mitterrand qui disait les missiles sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest. Oui, les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est. Ça traduisait bien la situation. Une autre explication concernant la difficulté du dialogue franco-allemand sur les questions militaires, c'est bien sûr la question nucléaire. La bombe française, ça sert à quoi? Si on veut vraiment faire l'Europe, qui est-ce qui va décider de l'utilisation de la bombe française? Est-ce que c'est le président de la République française ou bien est-ce que c'est l'aéropage des 27? Alors vous voyez les 27 réunis autour d'une table et disant qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on appuie sur le bouton ou est-ce qu'on n'appuie pas. Donc c'est une grosse difficulté. Autre difficulté, mais qui est tournée de façon assez amusante, je trouve, c'est la question du siège de la France au Conseil de sécurité. Quand on discute de questions de l'armée européenne ou de politique européenne de sécurité, on pose très souvent cette question et on dit souvent aux Français, vous qui êtes très européens sur les questions de sécurité, mais pourquoi ne renoncez-vous pas à votre siège au Conseil de sécurité à New York, à l'ONU, et vous le remettez à l'Union européenne? C'est une sacrée question. Alors bien sûr, c'est pas difficile d'expliquer que c'est sur ces questions-là, il peut difficilement y avoir une entente, étant donné que c'est pas étant donné que la Commission européenne n'est pas un gouvernement en tant que tel. Mais ça vous montre, si vous voulez, les difficultés qu'on a quand on discute de ces questions-là. Une remarque concernant le SPD. Effectivement, il y a toujours eu une tradition pacifiste au SPD. Et je crois que c'est très important. Moi, j'ai beaucoup apprécié la hausse politique de Willy Brandt. Je crois qu'il a beaucoup fait pour le rapprochement entre les deux Europes. Ce que je trouve assez surprenant, ce qui m'a vraiment beaucoup surpris, c'est que le chancelier Scholz a subitement annoncé cette décision, mais sans en avoir discuté au sein du parti. C'est en tant que chancelier qu'il a pris la décision et il y a très peu de personnes qui, avant son discours, étaient au courant. 2-3 personnes seulement, dont apparemment le président du groupe parlementaire. Or, c'est un changement vraiment considérable dans le programme du parti et de même que les Verts ont été complètement surpris par cette annonce. Ils n'ont pas été consultés. Donc vous voyez, en situation de crise, les processus vraiment démocratiques ne fonctionnent pas très bien. Voilà. Alors, dernière remarque que je voudrais faire concernant l'Allemagne et l'attitude des Allemands concernant la crise, la guerre en Ukraine. Je trouve qu'il y a un effort considérable, vraiment admirable, qui est fait actuellement en Allemagne pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Là, je rentre d'une tournée de conférences de 2 semaines en Allemagne. J'ai eu l'occasion de me déplacer dans pas mal de villes, rencontrer des maires différentes personnes, et j'ai trouvé qu'il y avait un engagement vraiment extraordinaire en Allemagne concernant cet accueil des réfugiés. Alors bien sûr, là aussi, je crois que le passé joue un rôle parce que les Allemands se souviennent qu'il y a eu aussi des millions d'Allemands qui, après 1945, ont dû quitter les pays d'Europe de l'Est et ont dû être accueillis à l'Ouest. Je ne sais pas si c'est votre impression concernant l'accueil des réfugiés polonais. Ukrainien. Ukrainien. Vielleicht nochmal etwas zur SPD als Sozialdemokratin.
Wissen Sie, ich weiß nicht, wie es in Frankreich ist, aber wenn Sozialdemokraten anfangen zu diskutieren, hört das nicht mehr auf. Deswegen hat Olaf Scholz sehr richtig getan, dass er gesagt hat, ich diskutiere nicht, ich werde das jetzt mal so einfach mal raushauen, wie man so heute sagt. Und das war auch eine ganz richtige Entscheidung. Natürlich rumort's in der Partei. Natürlich sind viele damit nicht einverstanden. Aber sie sind auch nicht in der Lage, an dieser Stelle jetzt auch etwas zu sagen, weil letztendlich, wenn wir für den Frieden sind, müssen wir auch für den Frieden was tun. Wir müssen auch für den Frieden kämpfen. Wir haben gar nicht die Zeit, darauf einzugehen, was eigentlich wäre, wenn man jetzt Putin gewähren ließe. Wann würde er aufhören? Wo wäre eigentlich das Ende? Das können wir das uns in der Fantasie vorstellen. Aber das ist nochmal eine andere Frage. Aber eine Sache möchte ich doch nochmal erwähnen, wenn ich schon bei der SPD bin, damit das nicht so wie ein weißer Elefant im Raum stehen bleibt. Das ist der Gerhard Schröder. Ja, Gerhard Schröder müssen wir auch erwähnen, weil ich glaube, ohne Gerhard Schröder ist der Abend dann nicht vollkommen. Ich kann Ihnen sagen, er hat inzwischen 0 Kredit. Also er hat auch politisch keinen Kredit mehr. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er irgendwo als Vermittler eingesetzt werden kann. Das ist natürlich purer Unsinn. Er ist nicht in der Lage, er versucht sich wieder ins Gespräch zu bringen, aber mir ist nicht klar, wer ihn beauftragt hat. Eigentlich ist mir klar, niemand hat ihn beauftragt. Davon bin ich fest überzeugt, weil er hat keinen Kredit. Also wer soll auf ihn hören? Er ist kein Elder Statesman mit Respekt, sondern er ist inzwischen ein gieriger Geschäftsmann, ein Parvenu, wie man im Französischen sagt, der versucht doch noch was abzufangen. Vielleicht haben Sie alle die Bilder gesehen von seiner Frau da am Fenster im Hotel mit Blick auf den Kreml, wo sie wirklich wie so eine Gebetshaltung steht. Und in Deutschland geht der Witz, dass sie wahrscheinlich darum betet, dass Putin ihren Mann in Dollar auszahlt und nicht etwa in Rubel. Also soweit zu Herrn Schröder, gegen den inzwischen auch von 4 Parteigliederungen der SPD Ausschussverfahren in die Wege geleitet sind, damit er aus der Partei ausgeschlossen werden kann. Das ist wichtig. Aber zu den Flüchtlingen, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich habe ja am Anfang erwähnt, die Zahl wird wichtig sein. Wie viele werden kommen? Werden 1 Million kommen? Werden 2 Millionen kommen? Und meine Erfahrungen sind aus den früheren Jahren, Deutschland ist an der Stelle ein sehr integratives Land. Also wir haben 2015 schätzen wir mal 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen aus verschiedenen Ländern, meistens aus Syrien, aber auch aus Afghanistan, aus Bangladesch und so weiter. Und es ist nicht problemlos, aber da an der Stelle hat natürlich Frau Merkel, wird ihr politisches Erbe sein, wir schaffen das, hat sie ja gesagt. Und letztendlich ist es auch geschafft, die Leute gliedern sich immer mehr in die Gesellschaft ein. Bei den Ukrainern wird das wahrscheinlich noch schneller erfolgen, aber trotzdem alle 6 bis 7 Jahre 2-3 Millionen zu integrieren, ist keine einfache Sache aus der Sicht der Bevölkerung, weil die wirtschaftliche Lage so ungewiss ist. Wie wird die Energiefrage gelöst werden? Wird unsere Wirtschaft darunter leiden? Müssen wir von unserem Wohlstand etwas abgeben? Wie wird sich die Situation in den nächsten paar Monaten entwickeln? Kommen natürlich Flüchtlinge, die ja auch was von diesem Wohlstand abhaben wollen, immer als Leute, die mit an dem Tisch sitzen wollen. Also es gibt so ein Wettbewerb der Armen um die Möglichkeiten. Es sind auch, wenn Sie gucken, wahrscheinlich ist das hier nicht anders, es sind meistens die sozial Benachteiligten, die sich gegen Flüchtlinge aussprechen, weil es um die Konkurrenz geht, um die Ressourcen, die sozialen Ressourcen in der Gesellschaft. Und solche Dinge könnte ich mir vorstellen, was ich mir noch vorstellen kann, das möchte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil es einfach schwierig ist. Ich sagte ja, wir haben 5 Millionen russischsprachige Zugewanderte in Deutschland, 2 Millionen Spätaussiedler. Wie wird die Situation werden, wenn man nicht sofort moderierend eingreift? Wie würde sich die Situation zwischen Ukrainern und Russen in der Gesellschaft entwickeln? Dass die Politik da was machen würde, die Kunst, die Kultur, die Sozialarbeit, ja. Aber was passiert dann nachher im sozialen Brennpunkt, wo viele landen? Also das ist nochmal ein Punkt, an dem wir sehr vorsichtig sein müssen und gut intervenieren müssen. Avant de vous passer la parole, j'aimerais que vous me disiez aussi un mot sur la politique allemande contre le coronavirus.
parce que j'ai pu observer que là, ces jours-ci, il y avait un conflit entre le gouvernement fédéral et les Länder. Alors, où est-ce que vous en êtes? Ja, die Covid-Frage ist natürlich eine Frage, weil ich sagte ja, nicht nur die Sozialdemokraten sind sehr diskussionsfreudig, das ganze Land diskutiert. Also wir haben auch 83 Millionen Virologen in Deutschland, die alle über Covid super gut Bescheid wissen. Unser Problem in Deutschland ist, die Impfquote ist zu niedrig, viel zu niedrig. Und es ist nicht möglich gewesen, an der Stelle dass alle am gleichen Strang ziehen. Da hat die FDP vor allem, weil ja ihr Kernthema Freiheit ist, immer wieder das Thema Freiheit betont und sich dagegen gestellt, dass eben der Impfzwang durchgesetzt wird. Und dadurch haben eben fast 25% der Bevölkerung gar keinen Impfschutz in Deutschland und das wirkt sich aus. Und Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, der ja von einem Teil der Bevölkerung auch sehr bewundert und geliebt wird, verliert immer mehr jetzt auch an Zustimmung, weil eben er dann sagt, das geht nicht, die Ungeimpften, die gefährden uns alle. Also es gibt keine kohärente Corona-Politik in Deutschland. Das finde ich sehr bedauerlich, weil ich glaube, an der Stelle hätte auch Olaf Scholz vielleicht auch mit einer nicht abgestimmten Rede im Bundestag auftreten müssen und da auch mal auf den Tisch hauen müssen. Das hätte ich mir gewünscht, weil einfach die infizierten Zahlen sehr in die Höhe gehen und man gar nicht nachkommt. Also es ist genug Impfstoff da, viel zu viel. Niemand nimmt es in Anspruch. Dernière question concernant, on a parlé de la politique extérieure. Je voudrais bien savoir comment vous trois, vous appréciez Madame Baerbock comme ministre des Affaires étrangères. Quelle impression vous fait-elle? Je vais être très très bref. Elle a l'air de faire le travail. Je pense que dans la situation dans laquelle elle a pris ses fonctions, c'était difficile et bon, pour différentes raisons. Je pense qu'on l'attendait au tournant parce que c'était une femme jeune, enfin dite jeune, parce qu'elle venait des Verts, etc. Et je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes pas forcément bienveillantes à son égard. Elle a l'air d'être de faire le travail. C'est difficile de juger en 100 jours, puisque c'est le thème de la conférence de ce soir, le travail de politique étrangère, de réorientation en cours de la politique étrangère. J'ai assisté vendredi matin, elle a présenté le projet de sécurité pour l'Allemagne pour les années à venir, enfin de conseil de sécurité, de conseil national de sécurité. Elle a un discours qui est très cohérent. Voilà, je pense que la politique étrangère menée par la coalition dans laquelle Madame Baerbock est ministre des Affaires étrangères sera à juger, en tout cas par les Allemands, lors des prochaines élections. Mais qui est-ce qui décide finalement de la politique étrangère? Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est le chancelier? C'est tout l'objet du Conseil national de sécurité, c'est-à-dire de créer un organe de politique étrangère, on va dire, alors je vais pas dire commun, ou en tout cas qui se coordonne avec la défense, la chancellerie, les affaires étrangères, pour avoir une politique peut-être plus cohérente et plus efficiente. Also ich muss sagen, sie ist in den letzten Wochen über sich selbst hinausgewachsen und hat eine Politik auch mitgestaltet. Ich glaube, in der Situation kann man jetzt gar nicht sagen, es kann nicht um Machtkämpfe gehen, weil die Situation es jetzt nicht erlaubt, über so etwas nachzudenken. Sie ist über sich selbst gewachsen und sie ist natürlich auch in der Realität angekommen. Zum einen, sie ist ja angetreten, eine werteorientierte Außenpolitik durchzuführen. Das war ja ihr Stichwort, werteorientiert. Und wenn ich zum Beispiel sehe, wie sie musste ja auch mit Herrn Scholz nach Ankara fliegen und dann saß sie schon wieder da, auch bei dem nächsten Demagogen und Diktator Erdogan da am Tisch. Da habe ich gesagt, ja, das sind natürlich Abstriche, die man in der Realpolitik auch mal machen muss. Allerdings, wir sind ja noch lange nicht am Ende. Wir sind am Anfang. Und leider. Und es kommen noch sehr, sehr schwierige Wochen und Monate auf uns zu. Gerade was Außenpolitik angeht. Das heißt, Frau Baerbock wird sich noch einige Male da
zeigen müssen. Zum Beispiel das Thema, was wir gar nicht angesprochen haben, die Rolle von China in diesem Konflikt. Also wenn wir Europäer nichts tun, wenn wir Europäer nicht aktiv eingreifen, überlassen wir China, diesen Konflikt zu beenden. Weil in dem Moment, in dem China merkt, es geht wirtschaftlich für China und überhaupt die Weltwirtschaft geht irgendwie nicht mehr so gut voran für China, wird China sich einsetzen, damit dieser Konflikt auch gelöst wird. Aber damit hätten wir die Kompetenz an China abgegeben und hätten als Europäer versagt. Also an der Stelle müssen wir auch gestalten, Politik machen und nicht sagen, naja gut, wenn es einer macht, ist ja auch gut. So geht es nicht. Ich glaube, wir dürfen China nicht unterschätzen. Auch Frau Baerbock sollte China nicht unterschätzen und müssen gucken, dass wir in diesem Konflikt, in diesem Krieg nicht China als China die Lösung des Problems überlassen. Angela Merkel avait développé un rapport très étroit avec la Chine, parce que, et notamment pour des raisons commerciales et économiques. Alors je voudrais demander à Hélène, concernant toujours Madame Baerbock, elle a dit qu'elle voulait faire une politique extérieure féminine. Qu'est-ce que vous entendez, vous, vous connaissez cette expression et qu'est-ce que ça vous inspire? C'est quoi une politique extérieure féministe? Alors, avant de parler peut-être de la politique extérieure féministe, je réponds aussi à la question. Moi, elle m'a impressionnée. J'avais pas une bonne idée d'elle, je dois le dire. Je partageais, comme certaines personnes, l'impression qu'elle rêvait un peu. Alors c'était pas seulement une politique extérieure féministe, mais c'était une politique extérieure écologiste. J'ai eu du mal à comprendre ce que c'était qu'une politique extérieure écologiste. Alors, hélas, la réalité l'a conduit à s'occuper d'énergie, de faire une politique extérieure centrée sur l'énergie. Je pense que c'était pas comme ça qu'elle le voyait. Elle pensait plus à des grandes rencontres multilatérales sur l'énergie. Non, elle s'est révélée, elle a pris de l'épaisseur. Et puis, je trouve qu'elle a, un peu comme Olaf Scholz, avec un autre tempérament, elle a été indignée par ce qui s'est passé et ça lui a donné cette énergie et cette force de se faire entendre. Alors, une politique extérieure féministe, je ne sais pas ce que ça veut dire, je vois pas bien ce que ça veut dire. Elle est féminine dans la mesure où c'est une femme qui la mène, mais je ne vois pas ce que ça pourrait vouloir dire. En revanche, la question sur qui décide de la politique étrangère, ça aussi, c'est pas nouveau. Ça fait partie de l'histoire de l'Allemagne fédérale. En France, c'est facile. On a un ministre des Affaires étrangères, mais c'est le président de la République qui fait la politique étrangère. En Allemagne, c'est pas nouveau. Dans les archives d'il y a 30 ans, il y a on voit bien que ça tiraille entre Hans-Dietrich Genscher et Helmut Kohl. On sait très bien que dans les derniers mois de 89, il y avait un désaccord profond entre Kohl et Genscher sur la fameuse question, la Oder-Neisse-Linie, est-ce qu'on dit les frontières ou pas, où Genscher a dû mettre au point la réunification, c'est l'Allemagne de l'Ouest, la RDA et Berlin, ni plus ni moins. Et on le voit dans les archives, ça grince, ça tiraille, etc. Donc, ce serait pas surprenant que ça se passe de nouveau. Pour l'instant, j'ai plus l'impression que, pour revenir à ce qu'on disait au début, cette situation de force majeure, l'exceptionnalité de la situation, les valeurs partagées au nom desquelles on agit, et puis les intérêts évidents, y compris d'aller vite, parce qu'on ne sait pas comment les choses peuvent se développer, plaide pour une très grande cohésion dans cette politique. Je ne vois pas de raison de différent avec un D, là, cette fois-ci. Alors, un dernier mot concernant la politique féministe de Madame Baerbock. Ça se traduit notamment par le fait qu'elle a remplacé pas mal de responsables masculins dans son ministère par des femmes. Oui, là, je peux dire quelque chose. Parmi les, en effet, les réticences qu'on avait à son égard, elle n'a pas respecté les façons de procéder que faisaient toujours ses prédécesseurs aux affaires étrangères. C'est-à-dire que Auswärtiges c'est un grand navire avec des gens qui ont extrêmement de savoir, de compétences et d'expertise. Et en général, un ministre qui arrive, il commence par consulter.
et à se faire expliquer les choses par le spécialiste de l'Asie du Sud-Est, par le spécialiste de telle et telle question. Et là, elle est arrivée et en effet, elle a commencé à mettre les gens, y compris la responsable de Greenpeace, qui est en plus pas une Allemande, mais c'était pas ça tellement le problème, le fait que ce soit quelqu'un qui soit... Greenpeace, c'est un acteur international. Donc, elle a au début fait froncer des sourcils. C'est pour ça que je dis qu'elle s'est révélée, parce que une fois qu'elle a eu placé des gens qui lui étaient proches, je pense qu'elle gère bien les dossiers. Là. Il paraît qu'elle travaille beaucoup. Non, mais c'est pas une critique. Un ministre, ça doit énormément travailler. Un ministère des Affaires étrangères, ça doit lire des notes, des papiers, des dossiers. Voilà. On peut pas faire comme si on savait. Juste un mot très bref et sur les faits, sur le terme de politique étrangère féministe qui est présent dans le contrat de coalition. Il fait référence à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le rôle des femmes dans les conflits comme victimes, mais aussi dans la résolution des conflits. Donc il y a aussi derrière tout ça, et je suis désolé, je vais être un peu titillant, mais on en revient aussi aux accusations peut-être qui ont été portées envers elle de cette incompétence pendant la campagne. Il y a la référence à des choses concrètes et qui existent. Je crois que c'est une résolution d'il y a au moins 10 ans. Je suis désolé, je ne me souviens plus de la date exacte, mais c'est quelque chose qui n'est pas seulement de placer des femmes pour des raisons de valorisation de genre, etc. Il y a aussi une construction, et on le lit dans certains ouvrages sur la politique étrangère aujourd'hui, du rôle des femmes dans la résolution des conflits, dans la diplomatie. Voilà, c'est un peu plus qu'une politique militante. C'est tout ce que je voulais ajouter sur la... Merci. Maintenant, c'est à vous de poser des questions. Il y a 2 micros, je crois, un ici, oui, un micro de chaque côté, donc levez le bras, ceux qui veulent se manifester. Oui, voilà, à côté, vous avez un micro à côté de vous. Ah, merci. Je voulais juste un point, vous l'avez abordé à peu près à la fin, concernant justement le cas de l'ex-chancelier Gerhard Schröder. Et je voulais poser la question, vous avez en partie répondu, mais j'étais surpris quand même, en comparant nos 2 pays, qu'en France, il y a eu la pression un peu, enfin de l'opinion publique en tout cas, qui a obtenu comme résultat que notre ancien Premier ministre Fillon a démissionné de sa place, enfin qu'il avait un peu comme en comparant avec Schröder au sein des organismes gaziers. Voilà. Donc, je voulais savoir comment se fait-il qu'en Allemagne, apparemment, bon, on le considère un peu comme un parvenu, comme vous avez dit maintenant, mais pour quelles raisons il continue quand même à rester au sein des organismes pour lesquels il est rémunéré. Il ne tient pas compte de l'opinion publique. Voilà. Voilà Vous ma voulez question. répondre? Merci. Wollen Sie über Schröder? Nein, Gerhard Schröder spielt politisch gar keine Rolle mehr. Er ist eigentlich politisch, wenn man so sagt, ein toter Mann. Was er macht, ist natürlich immer noch, er erwähnt mit kein Wort des Bedauerns kommt von ihm, kein Wort der Entschuldigung, kein Wort auch vielleicht das, was er getan hat, zu relativieren. Und er hat ja immer sein berühmter Spruch, Putin sei ein lupenreiner Demokrat, ist von ihm nie revidiert worden. Und deswegen ist natürlich die Öffentlichkeit immer noch interessiert an dem, was er sagt. Aber es ist mehr so eine Neugier. Politisch ist er nicht mehr präsent. Alors, je ne sais pas si, je me souviens plus si la presse française en a beaucoup parlé, mais comme ancien chancelier, il a droit à un certain moyens. Il a un secrétariat, un bureau, chauffeur, etc. Donc ça représente une certaine somme. Et il y a un certain nombre d'Allemands ou de journaux qui demandent à ce qu'il renonce à ces avantages donnés par l'État s'il veut continuer à rester, à rester dans ses fonctions en Russie. J'ai vu des chiffres qui ont été publiés. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure ils sont très fiables. J'ai pas pu les contrôler, mais il reçoit à peu près 700 000 euros par an de salaire pour ses emplois avec les Russes. À cela s'ajoute à peu près 100 000 euros venant de l'État fédéral. Donc vous voyez qu'il n'est pas pauvre, quoi. Moi, j'ai lu que ces 4 collaborateurs parlementaires au Bundestag avaient démissionné. Oui.
puisqu'il a donc un bureau. Tous les anciens chanceliers ont un bureau, s'ils le souhaitent. Au Bundestag, Helmut Schmidt l'a eu pendant très longtemps, Willy Brandt aussi. Willy Brandt, il est mort après. Et les 4 collaborateurs parlementaires ont démissionné. Madame Merkel a un bureau également. Alors, elle fait mieux. Elle a 9 collaborateurs. Ça a été critiqué dans la presse. On s'est un peu demandé qu'est-ce qu'elle allait faire avec ces 9 collaborateurs. Le chancelier précédent en avait 8. Voilà. Vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung. Diese Mitarbeiter, dieses Büro, ein Fahrer, Sicherheitsleute stehen allen ehemaligen Bundeskanzlern und Kanzlern auf Lebenszeit zur Verfügung. Gerade weil man verhindern möchte, dass dann ein ehemaliger Bundeskanzler als Lobbyist auftritt und antichambedieren geht. Aber das ist leider eingetreten. Voilà, une autre question. Mais c'est trop lourd. Ah, voilà. Vielleicht noch ein Wort zu der politischen Änderung, die in Deutschland stattgefunden hat, die man ja bemerkt hat, nicht? Also allein die Tatsache, dass sich da 3 Parteien, die also wirklich nichts miteinander zu tun hatten, um es mal zu übertreiben, die SPD und die Grünen und die Liberalen, dass die sich zusammengefunden haben und ziemlich schnell in Gang gekommen sind, wenn ich das so sagen darf. Wenn man das Buch von Habeck beispielsweise gelesen hat, von jetzt an anders heißt es, glaube ich, da wird ziemlich klar, dass er schon zu dieser Zeit, also das geschrieben hat, also vor 2 Jahren oder so, dass er sehr darauf gedrungen hat, dass mit dieser Politik, die bis dato Usus war, also eine starke Bürokratie beispielsweise, nicht dass also jemand da auf den Tisch haut, wie Scholz oder sowas, das war eigentlich gar nicht machbar. Ja? Und er hat gesagt, was soll der Quatsch? Nicht? Wir müssen uns anders orientieren, wir brauchen eine neue politische Sprache. Wenn man Habeck hört in Interviews und vergleicht Politiker anderer, ältere Politiker oder von anderen Parteien, wenn die sich in Interviews äußern, da sieht man einen großen Unterschied zwischen den beiden. Und da gehört sicherlich die Annalena Baerbock dazu, die auch ein typischer Fall ist für diese gedankliche Änderung, dass man also die Politik anders gestalten muss. Und ich denke, das ist der wahre Grund für das, was wir jetzt also mit der Zeitenwende sozusagen erlebt haben. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Ich meine, die Grünen haben sozusagen einen riesen Pech, um das mal so zu formulieren, dass dieser Krieg dazwischen gekommen ist. Denn ich meine, der Krieg wird irgendwann zu Ende gehen. Die Frage ist, was wir mit der Klimageschichte machen. Das ist ein ziemlich großes Problem. Und die einzigen, die da bisher vernünftige Antworten gegeben haben, das sind halt die Grünen und noch ein paar andere. Dankeschön. Il est sûr qu'il y aura de gros problèmes à l'intérieur du Parti des Verts, je pense, entre les Realos et les autres. La même chose aussi au sein du SPD. Et les accords avec les libéraux sont également très difficiles, notamment sur le plan budgétaire. Si bien que déjà on voit des tensions qui apparaissent, notamment à ces jours-ci, concernant la politique à l'égard du Covid, mais sur les questions budgétaires, économiques, la question de la sortie du nucléaire, cela va créer des tensions, c'est sûr. Vous voulez comment? Wollen Sie was sagen? Ja? Juste un mot, je vais être optimiste pour peut-être terminer ça. En 2018, quand l'accord de coalition entre les sociodémocrates, enfin la CDU et les sociodémocrates a été signé à l'arraché sur des compromis par-dessus des compromis, tout le monde a dit « ils ne finiront jamais la mandature ». Voilà. Il faut aussi se dire qu'il y a une stabilité du système politique démocratique allemand, du compromis politique qui n'est pas une compromission,
C'est un compromis, on trouve des partenaires, on n'est pas d'accord. Je crois que c'est Lindner qui l'a dit, il a dit un contrat de coalition, c'est pas la fusion de 3 partis, c'est un contrat de coalition. Donc, effectivement, il y aura des tensions, effectivement, et je les ai évoquées en partie pour certaines, mais ça ne veut pas dire et ça ne veut pas dire non plus que la coalition ne peut pas être renouvelée la prochaine fois, en plus. Elle peut être renouvelée parce que peut-être on appréciera une partie de sa politique positivement, etc. Donc, il faut aussi, évaluer et je le dis aussi principalement pour les Français, qu'il y a aussi la primo sortant en Allemagne, de gens qui n'ont certes pas fait tout ce qu'ils voulaient, mais qui sont quand même engagés pour leur programme, il y a eu des difficultés, etc. Donc c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte. Et on parlait de Schröder, je terminerai là-dessus. Schröder, en 2005, n'a perdu face à la CDU d'Angela Merkel qu'à 1 point, ou moins d'1 point, alors que tout le monde, 6 mois avant, le disait perdu, la CDU avait 10 points d'avance, etc. Donc ne perdons pas de vue aussi que une campagne électorale se joue dans les dernières semaines, et on l'a vu très bien avec Olaf Scholz d'ailleurs au mois d'août dernier, et que les facteurs extérieurs vont être très nombreux, et d'autres vont intervenir d'ici les prochains mois. Moi, je dirais qu'il faut prendre très au sérieux la question que vous soulevez, parce que c'est la vraie question. Il y a eu une attente pour les Verts, il y a eu des promesses, et ils vont être mesurés à leurs résultats. Pour autant, j'ai la notion que les électeurs verts actuels, enfin ceux qui ont voté vert et qui attendent que le programme soit appliqué, ils sont comme les autres Allemands, c'est-à-dire qu'ils voient l'absolue nécessité de réagir à la situation dramatique et donc en faveur de la paix, on n'a pas très envie de prolonger la vie de 3 centrales nucléaires, mais si c'est une façon de réduire le gaz, je pense que de ce point de vue, ça m'étonnerait qu'il y ait une espèce de fanatisme vert en disant il s'est rien passé de spécifique. Mais pour autant, je pense que on ne sait pas on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir, mais le gouvernement serait bien inspiré de pousser les feux sur le renouvelable. D'autant plus parce que si d'un côté on a le gaz, le charbon, un peu de nucléaire, donc c'est pas du tout dans la ligne verte. Mais si d'un autre côté on a poussé vraiment sur le renouvelable, là ils pourront dire écoutez, c'est la réelle politique, on a fait ce qu'on pouvait dans la situation donnée. Et j'aurais tendance à être optimiste et à dire que même si vous avez évoqué ce phénomène que les Américains appellent NIMBY, c'est Not in my backyard, qu'on appelle en français, ça c'est une blague, le PUMA, c'est-à-dire le projet utile mais ailleurs. Donc on veut tous faire, donc vous l'avez dit, des belles, comment on appelle ça, des éoliennes, mais surtout joindre chez moi. Je reviens à ma ligne, pardon pour les traductrices, je suis partie très loin. Je pense que il y a dans la population allemande en général, comme chez les autres Européens, on a peur de ce que va devenir l'approvisionnement énergétique, alors que la France peut s'appuyer sur son nucléaire. En Allemagne, peut-être qu'un certain nombre de réticences à recouvrir tous les toits de capteurs solaires et de placer un petit peu plus je retrouve jamais le nom en fait, d'éoliennes, et en plus de permettre de traverser, parce que c'est toujours ça aussi le problème des renouvelables, c'est que les éoliennes elles sont dans la mer du Nord et l'électricité on en a besoin en bas de Wurtemberg. Je simplifie, mais il faut donc développer toute cette ligne, cette tracée, cette ligne de à haute tension. Je pense qu'il y aura plus de disposition dans la population à accepter les défauts ou les inconvénients et que on devrait pouvoir réussir à développer le renouvelable en Allemagne dans les 3 ans et demi qui restent. Voilà. Et il faudrait dire un mot quand même aussi sur les différences de position en France et en Allemagne sur la question des centrales nucléaires. Vous avez dit tout à l'heure qu'il reste actuellement, je crois, 3 centrales qui devraient être fermées, devraient terminer à la fin de cette année. Donc la question se pose de savoir si oui ou non elles vont être prolongées ou pas. J'ai vu que la Belgique a décidé de prolonger les siennes alors qu'elle devait aussi sortir du nucléaire là, cette année. Alors que du côté français, non seulement on ne veut pas supprimer, mais on veut conserver, on veut prolonger l'utilisation et on veut créer de nouvelles centrales. Moi, je vois là quand même un gros problème au niveau franco-allemand.
C'est tout le problème de la taxonomie européenne, qui a été développé au moment de la taxonomie européenne, c'est-à-dire de considérer le nucléaire et le gaz comme du bas carbone renouvelable. Alors pour une durée transitoire, mais je crois que c'est une durée transitoire de 100 ans ou quelque chose comme ça. Néanmoins, alors je crois, si je ne me trompe pas, que finalement ABEC est revenu un peu sur ses propos de prolonger les centrales nucléaires et qu'elles seront... sauf si la situation l'impose vraiment de manière plus intense, seront fermées. Mais oui, on a une perception complètement différente, mais qui est une perception entre la France et l'Allemagne, mais il faut aussi voir la Pologne dans tout ça, qui, pour la sortie du charbon pour la production d'électricité, envisage plus de nucléaire également, un peu dans une position française, et puis il faut voir la position à l'échelle de l'ensemble des pays européens, donc c'est aussi une position dans laquelle la France et l'Allemagne sont centrales, mais aussi qui divise l'Europe. Je peux dire un mot? Oui, bien sûr. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas vouloir voir l'Europe comme on fait tous pareil. On peut très bien imaginer, alors il faut avoir de la tolérance bien évidemment, que chacun des pays qu'on peut considérer comme une région de l'Europe fait des choix spécifiques et qui sont compatibles et que c'est pas une seule tête, une seule ligne et tout le monde fait pareil. On peut pas, parce que ce serait irréaliste. On travaille avec l'histoire, on travaille avec les infrastructures qu'on a. La France a des infrastructures nucléaires. Si elle voulait, au même rythme que l'Allemagne, fermer ses centrales nucléaires, on se retrouverait avec rien. Donc je crois que c'est pas nécessairement un problème d'avoir des choix différents. Après, c'est d'arriver à les rendre compatibles et que l'un ne menace pas l'autre. Ja, in Deutschland hat natürlich Atomkraft kaum Befürworter. Das ist etwas, was gesellschaftlich verpönt ist. Wobei natürlich uns auch klar ist in Deutschland, wir sitzen zwischen zwei Ländern mit Atommeilern. Wenn was passiert, glaube ich, dann werden wir auch mit darunter leiden müssen. Aber ich finde, diese momentane Situation und auch der Besuch von Habeck in Katar haben gezeigt, dass es schon sehr wichtig ist, auf erneuerbare Energien zu setzen. Das ist die Zukunft. Wir können nicht auf ewig, und das macht uns auch politisch frei, nicht nur energiemäßig. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es nicht leicht gewesen ist, vor dem Scheich von Katar da ein Bückling zu machen. Und wir sind immer wieder auf irgendwelche Leute, also Menschenrechte, wir stehen für Menschenrechte, gerade die Grünen stehen für Menschenrechte, sagen ganz, ganz wichtig. Und dann geht man nach Saudi-Arabien, bittet um Öl, dann geht man nach Katar, bittet um Öl und also das ist etwas, was uns auch politisch frei machen würde. Und deswegen denke ich, sollte man den Ausbau der erneuerbaren Energien auf keinen Fall zurückstellen, weil es nicht nur eine energiepolitische, sondern auch eine gesellschaftspolitische Frage ist. Und letztendlich sollte man ganz Europa sich frei machen von irgendwelchen fossilen Energien, die leider nur dort vorkommen, wo auch keine besonderen Freunde der Demokratie sitzen. Voilà. Écoutez, je vois qu'il est déjà 9h30, on va peut-être terminer. Je voudrais faire simplement deux remarques concernant notre débat. D'abord, c'est intéressant de voir que le gouvernement allemand, la politique allemande, a été en mesure de réagir quand même très rapidement face au changement brusque qui est arrivé avec le déclenchement de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Quand on regarde quelles étaient les positions avant et celles qui sont maintenant, c'est là qu'on voit qu'il y a une grande différence. Donc, c'est intéressant à suivre. On avait fait effectivement un débat, Paul Maurice l'a rappelé, juste après les élections. On en fait un aujourd'hui. Je propose à Madame Deussen qu'on en fasse un au mois de décembre prochain. Un an de gouvernement Olaf Scholz, on verra où est-ce qu'on en est. Deuxième remarque que je voudrais faire, on a vu que les problèmes face auxquels se trouve l'Allemagne comme la France sont des problèmes qui ne peuvent plus être aujourd'hui résolus de façon nationale. Qu'il s'agisse de la crise, par exemple, du Covid, qu'il s'agisse de la crise du climat, qu'il s'agisse de la guerre maintenant entre la Russie et l'Ukraine. Nos pays isolés ne peuvent pas faire grand-chose. C'est simplement dans la mesure
où nous appartenons à des alliances, à des organisations communes, que nous pouvons avancer. C'est pour ça que la coopération franco-allemande dans le cadre européen et dans le cadre atlantique est tout à fait essentielle. Et c'est finalement un des aspects, je trouve, assez surprenant de la guerre contre l'Ukraine, de constater que malgré toutes nos différences et nos oppositions, nos pays sont en mesure de s'entendre et essayent de progresser vers davantage d'unité et d'entente. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci d'être venus. Merci aux intervenants d'être venus aussi ici et merci aussi à nos interprètes qui facilitent le dialogue franco-allemand. Bonne soirée.